bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que tout le monde va bien. Et je vais commencer par le traditionnel petit édito. Ce soir, je vous annonce qu'il s'agit du 20e et dernier Imagilab du mercredi. Bien que le format reviendra ponctuellement de temps à autre, il sera plus autant régulier. La raison à ça, c'est que j'ai presque collecté suffisamment d'imagination auprès de mes sujets d'expérience pour pouvoir me concentrer sur mes propres projets, à savoir un univers de JDR littéraire en cours d'écriture depuis bien trop longtemps et d'autres choses associées à ça. Je tease pas trop parce qu'il y a des petits trucs que j'ai en tête mais qui viendront au fur et à mesure. Et pour finir en beauté, j'ai la chance d'accueillir ce soir Marc Frachet, l'auteur de la saga littéraire et transmédia Incarnatis, dont voici les deux premiers tomes que tu m'as d'ailleurs gentiment dédicacés. Je vais essayer de les montrer à la caméra pour qu'on les voit bien. Voilà. Je sais pas si Lucky Poire est d'ores et déjà dans le chat, mais de toute façon, il partagera le lien de ton site, évidemment, pour que les gens puissent aller voir ça. Et puis, il sera dans la description de YouTube, etc. Et du coup, l'imagination est un outil qui nous permet tout un tas de choses, mais l'utilisation la plus fascinante qu'il est possible d'en faire, à mon sens, c'est de construire des univers. Créer des planètes, des sociétés, des personnages, des intrigues. Nous sommes capables de générer autant de mondes riches et complexes qu'il y a d'humains sur la planète, peut-être même plus encore. Et il est possible également d'interagir avec. D'interagir en simple spectateur, en lisant, regardant ou écoutant, ou en tant qu'acteur, en jouant par exemple. Et c'est ce qu'Incarnatis nous propose, et son auteur fait donc un sujet parfait d'expérience pour ce soir. Et bonsoir Lucky Poire qui vient de partager le lien, ça c'est bien. Du coup, Marc, euh, Bonsoir. tu te trouves dans mon Imagilab. Donc tu es monté à bord d'un superbe aéronef, d'un superbe zeppelin. Très très grand, très très imposant. D'ailleurs, je vais mettre un petit peu de cheminée en fond là pour qu'on soit bien. Je sais pas si toi tu l'entendras, les gens l'entendront. Je Bonsoir, vois. c'est bien. Et du coup, tu te trouves à bord de ce zeppelin. Et dans ce zeppelin, tu te trouves dans une petite pièce qui est mon Imagilab. Donc, c'est une pièce assez semblable au cabinet de curiosité, en fait. Il y a beaucoup, beaucoup d'objets, des crânes, des animaux dans du formol, quelques peintures, quelques artefacts que j'ai trouvés de ci, de là, de mes aventures et des aventures de mes sujets également. J'ai pu en récolter deux, trois. Et du coup, tu te trouves dans cet Imagilab, assis sur un fauteuil, prêt à subir une expérience avec un petit robot, une toute petite machine qui se déplace à côté de toi, qui est en train de s'activer à faire les derniers préparatifs. Et Le sujet est prêt pour l'expérimentation. merci, monsieur Circus. Il y a de la mise en scène, il y a du budget dans l'Imagilab. J'espère que tu l'entendras bien parce qu'il va faire d'autres interventions, mais au pire, je te redirai ce qu'il a dit dans le cadre de cette soirée. Donc tu te retrouves assis dans ce fauteuil-là, prêt à subir quelque chose dont tu ignores encore la nature. Moi, je suis en face de toi en train de prendre des notes, de faire les derniers petits préparatifs pour cette expérience. Mais la première question, c'est la plus importante. Marc, comment vas-tu? Bien, 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 merci. Pas mal de fatigue, mais globalement, tout va bien. Bon, bah, Merci. on va faire en sorte de se détendre le plus qu'on peut à l'intérieur de l'Imagilab. Enfin, le plus que je peux, parce que toi, ça peut être mouvementé. Ok, Ah ben, la vie est mouvementée, hein, de toute façon. Donc, c'est ça, mais non, mais c'est pas de souci. On fait face à tout, on avance, on s'amuse, on prend du plaisir, c'est l'essentiel. c'est ça. C'est bien le projet. Donc, je sais de toi que tu es musicien, écrivain. Globalement, tu es un créatif au sens large, en fait. Euh, Vous me puisque... flattez, mais... De quoi? Je dis vous me flattez. Bah, on peut pas dire que tu n'es pas un artiste, hein. C'est clairement. Là, c'est sûr, mais est-ce que tu peux te décrire en quelques mots, un peu plus, en détail, ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que c'est qu'Incarnatis, Incarnatis? Dis-nous tout. Alors, bon, déjà, juste pour planter un petit peu le décor, j'aime bien le dire comme ça, donc des fois je radote un peu, hein, mais j'ai 20 ans d'âge mental, plus depuis quelques jours 31 ans d'expérience, donc ça fait Ouais. 51, il faut calculer. Et voilà, et j'ai fait le constat, dire un certain nombre d'années après m'être lancé dans l'aventure qui est devenue Incarnatis, que j'avais deux pieds comme tout le monde, un pied de type exécutif qui m'amène à porter des projets, les miens ou ceux d'autres, et puis un pied exécutif, un pied artistique, pardon,
qui m'amène sur les terrains de la création artistique. Et là, plutôt à 360, parce qu'effectivement, j'avais des envies de musique, d'écriture, de plein de choses. Et puis, je cherche toujours d'ailleurs, hein, c'est pour ça que je fais des choses dans ce qu'on appelle le transmédia. Et donc, depuis l'âge de 17 ans, enfin, j'ai commencé avant en musique, mais depuis l'âge de 17 ans, donc ça fait un bail, je me suis lancé en fait dans la création d'un univers de type science-fiction fantastique et qui en fait a été un peu un projet dans lequel j'ai mis toutes mes aspirations ou 80% de mes aspirations artistiques, un peu comme on met tous ses œufs dans le même panier pour créer un univers à jouer. Et c'est un peu de là qu'est partie l'idée aussi dans le domaine du jeu de rôle, à lire aussi, à écouter, à expérimenter de différentes façons. Donc aujourd'hui, après beaucoup d'années de travail, ça se concrétise par Incarnatis. Et donc Incarnatis, c'est un univers donc de type science-fiction fantastique fantasy qui, depuis la Terre du futur au 24e siècle, qu'on va découvrir dans les livres, va nous plonger progressivement dans l'histoire secrète de l'humanité, en remontant bien loin dans le temps, jusqu'en des temps préhistoriques. Donc c'est une grande trame qui est tissée à travers l'histoire de l'humanité et qui va nous permettre de vivre des aventures en différentes époques. La première étant une grande saga au 24e siècle. Voilà. Et ça se décline aujourd'hui avec du jeu, enfin des jeux, du jeu de rôle, du jeu en réalité virtuelle, un escape game audio récemment. Ça se décline en musique, en récit audio, en plein de choses, quoi. Donc c'est un peu ma pathologie, incarnatisme, mais j'essaye de la maîtriser autant que possible. Mais c'est une belle pathologie, en toute façon, la création en règle générale, ça marche bien. D'ailleurs, je suis assez curieux parce que bah, moi j'ai un petit peu regardé ce que tu faisais sur les réseaux sociaux et effectivement j'ai vu qu'il y avait de la réalité virtuelle. Euh, c'est quoi, ça consiste en quoi l'expérience que vous proposez par rapport à Incarnatis? En fait, on a un mini-jeu Ouais. euh, qui s'appelle La pêche aux lumières, qui se joue avec un casque, mais qui ne se joue en fait que en salon. Hmm. Donc, c'était quelque chose à découvrir quand on vient nous voir en salon, où il y a vraiment une expérience globale à la fois de découverte de la lecture augmentée, avec une partie de l'équipe, parfois les comédiens, de la possibilité de faire du jeu de rôle, une partie de 2 heures, et Ah oui. puis de découvrir ce mini-jeu en réalité virtuelle qui dure 3-4 minutes, et qui là va nous plonger un peu dans l'imaginaire d'enfants du 24e siècle. Et dans un jeu qui est donc pas très long, hein, c'est vraiment un mini-jeu. Et alors, pour la petite histoire, la voix introductive qui va expliquer aux joueurs où ils se trouvent, en fait, c'est Francis Lalanne qui l'a enregistré. D'accord, ok. C'est dire. Ah, c'est chouette. D'ailleurs, pour l'autre petite histoire, l'une des voix qu'on peut entendre, c'est celle de bah, du coup Julien Escalas, le magot, qu'on a reçu dans l'Imaginab. D'ailleurs, c'est lui qui m'a amené à toi. Le grand Julien, tout à fait, que je remercie, hein, qui est pour moi un artiste extraordinaire et quelqu'un qui, je pense, est vraiment des futurs, un des futurs talents de la scène française au sens large. Je le pense vraiment, hein, c'est pas pour lui cirer les pompes, j'ai rien à lui demander. Mais Donc, mais je le crois vraiment. d'avoir du coup étudié le personnage en détail, etc., et puis après l'avoir imaginé, invité dans l'Imaginab, pardon, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le jour où les scènes pourront de nouveau être accessibles, euh, on espère bientôt. On espère bientôt. Ouais, scène, salon et tout. Mais ouais. Mm, mm, mm. Du No coup, comment. ouais, c'est Faut ça. prendre Bah, son temps, ouais, les annonces sont tombées tout à l'heure, no comment pour le moment. c'est ça. Du coup, effectivement, est-ce que c'est le point central? Je sais pas, ça c'est toi qui me diras, mais il y a effectivement une trilogie, la trilogie transmédia, la Vénus d'Emerae, j'espère que je le prononce bien. Parfait. Du coup, bah, c'est ce que je montrais tout à l'heure. Les deux premiers tomes sont parus. Le troisième donc est à venir pour courant de cette année, l'année prochaine, un peu plus tard, Alors, si tout va bien, on l'aura cet été. cet été. Ouais, Ok, tout à trop cool. fait. On est en train d'y bosser. Voilà, le texte est quasi bouclé. Les médias sont en cours de production. Il y a pas mal de travail encore. Mhm. Donc, si les médias sont prêts pour cet été, eh ben, il sortira cet été. Il va y avoir plein de super voix en plus, là, du coup, j'ai vu, bah, il y a déjà plein de super voix, mais il y en aura encore plus qui vont s'accumuler. Euh, Oui, oui, oui. Je dois avouer m'être fait un peu plaisir. Et en même temps, c'est l'aboutissement de 11 ans de travail, hein, donc bien sûr.
boulot derrière de 6 ans. Enfin, on a commencé les salons fin 2015, donc ça fait 6 ans, c'est ça. Et en Ouais. 6 ans, on a croisé plein de comédiens. Enfin, il y a une histoire qui Mhm. s'est écrite à Bien sûr. travers les rencontres. Et dans le troisième tome, on a le plaisir de retrouver pas mal de comédiens qu'on a croisés en plus dans les salons, Mhm. plus d'autres que je suis allé chercher qui correspondaient à un vieux rêve pour moi, en fait, d'avoir la possibilité de travailler avec eux. Mais c'est trop cool. Donc, ouais, on a commencé avec 3 voix dans le premier volume. Je les cite parce que c'est les pionniers quand même. C'est Odile Schmidt, qui est une comédienne, donc qui est Mhm. aussi qui fait du doublage, et qui est la voix française, qui était la voix française d'Eva Longoria, mais elle a commencé il y a 40 ans en faisant Tao dans les Cités d'Or. Trop cool. Et puis elle a fait plein de choses. Malheureusement, Odile nous a quittés l'année dernière, le 24 mars. Donc une grande perte parce que c'était aussi devenu une amie entre-temps. On a aussi la joie d'accueillir dans le premier volume et dans les suivants Benoît Alman. Donc, Benoît Alman, un grand monsieur, un Mhm. gentleman, qui est présent dans les 3 volumes, et c'est génial. Puis j'espère, j'ose pas dire dans le 4e volume de la trilogie, mais on fera certainement d'autres choses avec lui encore. Ce ne serait Il y plus une a, trilogie dans ce cas. ouais, tout à fait, non, mais De- tout ça est un univers, Une et là, continuité, c'est bien sûr. une réalisation pensée comme un film, mais c'est pour ça qu'on y retrouve des acteurs. Donc il y a Mhm. Stéphane Picard aussi, qui est également comédien, qu'on retrouve. Dans le deuxième volume, il y a 3 voix en plus. Thierry Desroses, qui est la voix française notamment de Samuel L. Jackson. Julien, dont on parlait tout à l'heure, donc Julien Escalas. Mhm. Et puis Francis Lalanne, qui fait un méchant, Taranex, absolument extraordinaire. Et dans le troisième volume, j'ai calculé, si je ne me gourre pas, on finit, il y a 22 voix en tout Ah oui. qu'on présente. Et avec, bon, à la fois des gens, la Benjamine, elle a 10 ans dans une micro-réplique présente dans une grande scène, mais on va y trouver beaucoup de grands acteurs, en fait, parmi lesquels, par exemple, qui nous a quitté malheureusement aussi il y a quelques jours, Jacques France, Mhm. qui est la voix française de Robert De Niro, de Mel Gibson, John Goodman. Et on va trouver plein de gens dont je reparlerai volontiers tout à l'heure, mais ça peut être long, mais vous les trouverez aussi sur le site Incarnatis. Ouais, On tout à les a fait. tous mis. Mm. Pour Donc, marquer ouais, l'enfance, il y a Brigitte Lecordier, moi qui me touche en tant que enfant du passé. ouais, mais elle est super actuelle aussi, Oui, bien Brigitte. sûr. C'est une femme extraordinaire, qui a Mhm. le cœur sur la main et qui porte des valeurs fortes aussi. Et c'est quelqu'un qui mériterait certainement aussi d'être davantage entendu, on va dire, Bien sûr. au-delà des séries d'animation. Elle Mhm. a, elle a aussi un talent extraordinaire. Mais Euh, je crois que les médias commencent à le comprendre. Ça, c'est génial. mais c'est chouette, ouais, elle est très active sur YouTube, mine de rien. Elle a sa chaîne qui fonctionne bien et tout ça, c'est vraiment très très cool. Tout à fait. Ok, Quelqu'un de ok. super. Mais en fait, honnêtement, on a croisé que des gens super, hein. Et il y en a qu'on connaît plus ou moins que d'autres. C'est vrai que Brigitte, on a eu l'occasion de la voir souvent. Et puis, donc, elle est présente dans le troisième volume. Elle nous a fait aussi le plaisir de faire une petite voix introductive pour un jeu, un mini-jeu, un autre qui devrait sortir au mois de septembre. Trop C'est bien. un jeu de taquin. Taquin, donc on a un petit puzzle et il faut remettre les choses dans Mhm. l'ordre. Et voilà, donc c'est tout simple et c'est pareil, un mini-jeu, quelques minutes avec une voix introductive, donc où pour le coup, Brigitte incarnera Yarel Green, le héros de la trilogie, mais jeune. D'accord, ok. Voilà. Ah, trop cool. Ça, je l'ai jamais dit, hein. Eh Donc, ben, une exclue, parfait. Du coup, bah, j'allais poser la question des actualités récentes, mais bah, tu m'en as donné du coup une. Il y a effectivement le petit Escape Game Audio qui est sorti, que j'ai testé, très très sympathique. ouais, Ouais, ça t'a ouais. plu parce que c'est quelque chose d'assez nouveau dans la forme, hein. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais Non, c'était très chouette. C'était trop court, du coup. J'avais envie d'aller plus loin. Mais non, c'était chouette. C'était très chouette. Je connais. c'est un petit test qui a aussi son histoire d'ailleurs, hein, parce que on s'est pas levé un matin comme ça en disant tiens, on va se faire un escape game audio. Mhm. Ça correspond en fait à quelqu'un avec qui je travaillais quand j'étais chez Cryo Networks au début des années 2000, qui s'appelle Eric Maradi, qui D'accord. était directeur artistique, enfin un type bourré de talent dans plein de domaines, et qui est parti s'installer au Canada. Il a monté, après avoir travaillé dans différentes sociétés, il a monté une société qui s'appelle Spoken Adventures, à base de technologie de reconnaissance vocale en fait, D'accord. on va dire, pour créer des histoires audio interactives. Mais Et donc on s'est pas perdu de vue. Et puis, on s'est dit que ce serait sympa d'essayer de faire quelque chose ensemble. Et il a eu, lui, à l'occasion du premier confinement,
au Canada, l'idée de créer un escape game audio à l'envers, en fait, qui s'appelle Envoi à maison, ça veut dire chez toi. Et qui, en fait, l'idée, c'est de tout bien préparer son confinement en faisant ce qu'il faut, quoi. Hmm. Et donc, on a adapté avec une première idée aussi de simplicité et comme on fait tout ça pour l'instant, sans budget particulier, donc à coût très réduit, si ce n'est la volonté de le faire, pour proposer cette expérience et puis effectivement savoir si elle plaît ou pas. Donc, si vous la testez, hein, incarnatis.com/tunnel-mortel, Yes. et là, vous êtes dans la peau d'un agent secret en fuite qui se retrouve coincé dans un tunnel et qui doit s'en échapper en interagissant avec des objets. Yes, tout à fait. Allez tester ça carrément. Et en plus, du coup, ouais, tu parlais là de la plateforme Adventure. Ouais, je Oui, connaissais pas non plus du tout en fait. C'est un truc, voilà, tu le dis, assez nouveau finalement dans le concept. C'est très chouette. complètement. Et il développe de plus en plus de choses. Mhm. Et je pense qu'on n'est qu'au début de ce type d'expérience, en fait. Mhm. Si on regarde un peu le Canada, ils sont souvent précurseurs en pas mal de choses. Le livre audio, par exemple, là-bas, a explosé déjà depuis un certain temps. Et il arrive en France, il s'installe, il se développe. L'utilisation de l'audio pour raconter d'autres histoires, des histoires interactives aussi, va arriver, c'est clair. Bah, je fais du théâtre d'improvisation, donc je sais à quel point le Canada est précurseur dans, dans pas mal de choses. La terre natale de cette pratique. Donc, ok, bah, trop cool. Bah écoute, je te propose de brancher l'Imaginatron, le nom de la machine sur laquelle tu es connecté en ce moment même, histoire de la J'en démarrer. Mhm. Donc, Monsieur Circus enclenche son habituelle petite manette, ce qui fait plein de fumée autour de toi, hein. Elle commence à fatiguer là, ça fait 20 épisodes, elle commence à être un peu fatiguée, mais elle fonctionne encore. Du coup, voilà, tu es connecté à cette machine, tu as ton corps qui tremble un petit peu parce que voilà, elle vibre pas mal. Et puis à mesure que les bruits se font entendre, toi tu commences à perdre petit à petit conscience, ta vision se trouble pour devenir totalement noire, s'obscurcir complètement, puis redevenir blanche et te permettre en fait d'accéder à une réalité imaginée pour le coup. Tu te réveilles dans une très grande ville, une très très grande ville, donc toi tu es tout petit par rapport à la rue dans laquelle tu te trouves. Il y a de très grands bâtiments, c'est très très sombre, c'est des bâtiments assez noirs, parce que en fait tout autour de toi tu vois qu'il y a beaucoup de véhicules qui fonctionnent avec de la vapeur qui fonctionnait en permanence, une vapeur un peu grisâtre pour le coup qui doit certainement laisser des particules un petit peu partout. Donc c'est ça. Toi, tu marches là et plus tu marches, plus tu te déplaces dans cette ville, plus tu te remémores des choses à la manière de, bah, pour reparler dans ton univers d'un Istria peut-être. Voilà, peut-être que ça te parlera bien. Tu retrouves des souvenirs qui ne sont pas les tiens. Intérieur. C'est ça. Alors là, c'est pas ta vie antérieure, c'est clairement issu de nos imaginations mêlées grâce à l'imaginatron qui permet en fait de générer ça. Et tu te souviens que tu es un marchand et que tu es en train de rentrer chez toi après une dure journée de labeur. Et Loremlo, il semble y avoir un dysfonctionnement dans l'imaginatron. Je tente de résoudre le problème. ok, donc bon, il y a un petit souci passager. Effectivement, tu vois ta vision un peu se troubler par moment. Il y a l'air d'y avoir des soucis, mais on n'en tient pas rigueur. A priori, Monsieur Circus va gérer. Donc toi, tu te souviens que tu rentres chez toi. Tranquillement, tu sais que tu as une femme et deux enfants qui t'attendent dans un appartement, dans une maison, dans la ville d'Athènes, Extramuros, le nom de la ville c'est Athènes. Tu te déplaces tranquillement jusqu'à ce que les alarmes de la ville retentissent. Les alarmes de la ville retentissent et c'est pas des alarmes habituelles qui signalent d'habitude des incendies ou autres, là c'est les alarmes qui sont utilisées normalement pour signaler un conflit armé. Et c'est des alarmes que tu n'as jamais entendues de ton vivant et que ça faisait très très longtemps qu'Athènes n'avait pas connu ce type d'alarme. Donc les gens commencent à paniquer tout autour de toi. Normalement, il y a un protocole assez strict, c'est que là, on a besoin d'une défense rapide de la ville d'Athènes. Et du coup, je vais te proposer deux choix. Soit tu accomplis ton devoir et tu rejoins les extrémités de la ville pour voir ce qui se passe et pour prendre les ordres auprès du commandement militaire de la ville, ce qui normalement, c'est ce que tu es censé faire, mais tu n'es pas militaire pour le coup. Soit tu décides de rentrer chez toi pour aller voir si ta famille est en sécurité, et à la limite, essayer de la mettre en sécurité toi-même. D'aucuns diraient que j'ai un problème avec l'autorité, donc je vais aller m'enquérir de ma famille et de voir comment je pourrais me rendre utile. Ça marche. Donc,
Tu vois des gens qui s'excitent autour de toi. Il y a des comportements très variés, hein. Là, c'est situation de crise. T'as tous les androïdes automates qui se déplacent vers les extrémités de la ville. Pour le coup, ils sont programmés pour ça. Mais toi, pour le coup, bah, tu vas à rebrousse chemin, tu regagnes la ville. Mais t'es pas le seul à le faire, hein. Il y a plein de gens qui ne sont pas prêts pour se battre, pour le coup. Avant même de continuer dans cette petite aventure et de voir ce que je te réserve, on va pouvoir passer à la première partie de l'interview, histoire d'alimenter un peu l'imaginatron. On va parler de tes inspirations. Donc pour ça, je vais te donner des grandes thématiques, et à ça, tu vas réagir en me donnant des références qui te parlent dans toutes ces thématiques-là, pour que moi je puisse me nourrir de toutes ces inspirations. Ok? Alors, Ok. première grande thématique, est-ce que toi t'es un peu joueur de jeux vidéo en l'occurrence? Est-ce que tu t'en pratiques un Non, peu? non, malheureusement, Non? j'ai pas. T'as pas le temps? Et peut-être Je l'ai été il y a bien longtemps, donc mes références datent. Ah mais vas-y, donne-les toujours, hein. Si t'en as qui te viennent à l'esprit, là, comme ça va réveiller la Et nostalgie. je suis même pas sûr de m'en souvenir, mais je sais que sur le premier Doom, je me suis éclaté. Enfin les premiers SimCity, jeux de simulation. Hmm. Euh, bon, il n'y avait pas de mémo RPG à l'époque et tout. Je sais plus, il y avait une console et plein de jeux rigolos. Mais non, mais je suis pas, hélas, je suis pas consommateur de jeux vidéo, on va dire. Si, Parce que s'il y avait eu, ça. s'il y avait eu des MMORPG, tu penses que tu serais tombé dedans? C'est fort possible, mais en fait, moi j'ai un caractère qui peut être très addictif rapidement. Mhm. Et dans la vie, malheureusement, enfin c'est surtout en avançant, mais le problématique du temps se pose. Donc, soit on passe son temps à jouer et tout, à outrance, parce que c'est vrai que c'est difficile des fois de s'arrêter. Hmm. Et auquel cas, on fait plus rien d'autre à côté, ou soit bah, on fait quelque chose à côté, puis de temps en temps, quand on peut, on joue. Mais c'est pas du tout le même rapport, quoi. Bien sûr, ouais, tout à fait. Après, ouais, c'est quand tu baignes dedans étant jeune. Je sais qu'étant jeune, je jouais un peu plus jeune, je jouais énormément. Puis après, bah, effectivement, avec la vie active et tout ça, bah, tu Ça, ralentis, quoi. ça va les cartes autrement, hein. Ok, ok. Par contre, en termes de jeux de société, toujours dans le ludique, tu parles de MMORPG, mais en termes de RPG, roleplay, tu joues à des choses, tu jouais? J'ai joué, ouais, tout à fait. Attends, faut que je me rappelle, ça fait longtemps que j'ai pas joué, hein. Bon, il y a des jeux de cartes, les classiques, genre tarot, belote, échecs. Ah, J'étais trop bien. bon aux échecs quand j'étais petit, ça. Euh, Après, des jeux de plateau, je sais pas, j'ai Risque qui me vient en tête. Bon, les classiques Monopoly et autres, mais ça, j'ai arrêté depuis longtemps. Quelques jeux de plateau riches. Ouais, je sais plus, il y avait des trucs assez. Ça va me revenir. Avec, fallait gérer des richesses et tout ça, enfin, vachement bien. J'ai Alors, pas les noms qui me viennent en tête là tout de Colon de suite, mais Catane, peut-être? Catane, juste d'ailleurs le nom. non. Catane, ça te parle pas? Non. Euh, Alors, comme ça, ouais. Non, mais attention, ça date, hein. Ouais, non, mais attends, on va peut-être trouver, hein. Je vais juste chercher jeux de société de gestion. Peut-être que. Ah ouais, ils te donnent des jeux très récents, là, pour le coup. Ah, ouais. Contrairement à tout. Ah bah, forcément, hein, ils mettent les premières recherches. Mais ok. Non, mais j'ai plus le temps de jouer, c'est terrible. Ah, les échecs, à l'occasion, faudrait se faire une petite partie, hein. Je suis un grand passionné encore d'échecs, pour le coup. J'étais bon, hein. À 8 ans, je battais des adultes, on va dire, bien balèzes et tout. Ah ouais? Mais j'ai. Ouais. Et pourquoi t'as freiné? Parce que je sais qu'il y a plein d'enfants qui continuent, justement, qui persévèrent dans cette voie-là. Pourquoi je sais pas, Hmm. mais dernière grande comment dire partie d'échecs, on va dire que j'ai pu faire. J'avais 18 ans, je crois, dans ces eaux-là. On était parti avec un pote en Galice, donc dans le nord de l'Espagne, ambiance Bretagne, quoi, mais sauf que les maisons sont blanches. Mais il a plu pendant une semaine, quoi. Donc on s'est fait chier dans le café du village. Et dans le café du village, il y avait un vieux qui s'appelait Fidel. Il avait 87 ans, un ancien de la Guardia Civile. C'était un passionné d'échecs. Il connaissait toutes les parties du monde, de la Terre, de l'univers et tout. Et puis bon, moi, j'avais rien d'autre à faire que de jouer avec lui. Donc j'ai joué. Le gars, il m'a battu pendant 7 jours, hein. On a joué, je sais pas, peut-être 5-6 heures par jour. Il m'a battu toutes les parties, toutes les parties, toutes les parties. À la dernière partie, parce qu'il fallait que je parte et tout, hein,
Et il fait une erreur assez con, mais du coup, j'ai gagné la partie. D'accord. J'étais content et tout, il n'était pas content lui. Mais bon, moi j'étais content, puis il fallait que je parte, donc c'était cool. Et j'ai appris une semaine après qu'il était décédé. Ah merde. Il y avait une relation de cause à effet, mais c'est vrai que j'ai plus beaucoup joué depuis. Ah ouais, d'accord, merde. Il y a un rapport, mais c'est un problème de temps aussi. Oui, oui, je me doute, mais bon, ça fait quand même chier, effectivement. Ouais, non, mais j'étais triste pour lui, quoi, parce que Mhm. personne d'autre voulait jouer avec lui, quoi. Donc sa dernière partie, il l'aura perdu, quoi, c'est con. Oui, dans un sens. Ça me rappelle. Tu parlais d'addiction. Moi, je sais qu'il faut pas que je touche aux jeux d'argent parce que sinon, je tomberais dedans à 100%. Je me souviens que je jouais beaucoup avec mon père. C'est mon père qui m'a enseigné les échecs pour le coup. Et puis un jour, très très sûr de lui, il me dit, bah écoute, on fait 10 parties. Et si t'arrives 10 parties d'affilée, enfin pas forcément le soir même, mais voilà, sur 10 jours ou peu importe. Et si t'arrives à me battre sur l'une des 10 parties, je te donne 10 euros. Et par contre, sinon, je te prends 10 euros sur ton argent de poche. Et je l'ai battu à la première. Comme quoi, ouais. Quand tu parlais d'argent, là, c'était mort, quoi. Euh, non, mais le jeu a ses ressorts particuliers, hein, de toute façon. Mm, mm, mm. Ok, ok. Ouais, donc, ouais, en termes d'inspi de jeu, enfin, bon, t'aurais dû me dire avant, j'aurais révisé un peu. Mais là, les noms me reviennent pas. Mais oui, jusqu'à, je sais pas, peut-être l'âge de 25 ans, j'ai beaucoup joué, que ce soit du jeu de rôle, du jeu de plateau, du jeu de cartes, ce Mm. genre de Mais peut-être que ça te reviendra dans la soirée, et auquel cas, hésite pas, hein. complètement. Je sais. Complètement. Mais je pense que je vais être absorbé par tout ce que tu attends de moi, donc faut que je reste concentré. J'espère, tu me mets la pression. Bah, Ok. attends, ouais, c'est chaud. Thématique suivante, en termes, bah, toi qui es musicien par exemple, en termes de musique, qu'est-ce que tu as l'habitude d'écouter, qu'est-ce qui rythme un peu tes journées, etc. Euh, en fait, j'écoute un petit peu de tout. Je sais que c'est banal de dire ça, mais là, pour le coup, depuis quelques mois, j'écoute les radios internet de Chéri FM. Il y a plein de listes de radios différentes. D'accord. Il y en a une qui s'appelle Passion, où on peut retrouver à la fois, je sais pas moi, de la musique classique, de la musique de film, du jazz, un peu ambiance FIP, mais un peu plus moins comment dire approfondi, Hmm. du grand public, mais très large. Donc moi j'aime beaucoup enfin, la musique en règle générale. Euh, enfin, j'étais plutôt pop rock au début, il y a longtemps. Euh, Quand mon père écoutait de la musique classique à la maison, ça me faisait chier. Mais j'y suis arrivé grâce à la musique de film, en fait. Les Ouais. musiques de film, et, là je parle des années 80. Hein. C'était assez rare les BO à l'époque, mais c'est quelque chose qui j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter, qui m'a beaucoup inspiré aussi parce que c'est très suggestif comme musique. D'ailleurs, mes premières histoires, je les ai racontées en musique en composant. Hmm. Et du coup, la musique de film symphonique m'a fait aimer la musique classique, sachant qu'à côté de ça, ben, j'aime bien aussi toutes les musiques, je sais pas moi, sud-américaines, enfin plein de choses. Hmm, hmm. Euh, voilà, j'essaie d'avoir un spectre assez large, mais comme j'écoute en fait beaucoup la musique en travaillant notamment, Bien sûr. ou en écrivant, j'écoute pas du Chaka Punk en fait. Non Oui. pas que j'aime pas, c'est pas le souci, mais voilà, et à un moment donné, il faut prioriser les choses et la musique vient accompagner aussi des moments particuliers. Alors des fois quand il faut la pêche et tout, pourquoi pas. Des trucs plus péchus, du Van Halen ou autre, hein, mais, du Rammstein, ce que vous voulez. Ah bah trop cool. Et du rap français un petit peu? Très peu, en fait. Très peu. Mais c'est vrai que bon, j'en écoute un peu parce qu'il y en a pas mal qui passent à la radio en ce moment, mais moi, j'aimais assez bien ce que faisait MC Solar, par exemple. Hmm. Tonton David, c'était rigolo, là, qui nous a quittés récemment. Euh, voilà, mais c'est vrai que assez peu de rap. Je- Et puis, Probablement par méconnaissance, mais tu nous as parlé de musique classique et notamment du fait que bah, quand t'étais plus jeune, effectivement, ça pouvait être un peu chiant d'entendre de la musique classique chez toi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette expérience-là de la musique classique. Genre, dans notre jeunesse, ça nous paraît vraiment chiant. Et puis en vieillissant, bah, moi, j'écoute ça pour bon. bosser. Tu l'as dit, c'est une musique de vieux, en fait. Mais, bah non, pas spécialement, parce que moi, j'ai commencé à en Voilà, écouter vers 20 ans, tu c'est pas une vois. musique de vieux. De quoi? Non, je suis d'accord que c'est pas une musique de Ah vieux, ouais. si tu veux. Mais pour les jeunes, c'est souvent assimilé à une musique de vieux. Mais par contre, tu leur fais écouter Star Wars, John Williams et tout ça, ils adorent. Et en Hmm. fait, c'est de la musique symphonique. Donc, je pense pas qu'il faille dire
si on dit musique classique, on fait référence, bon, non seulement au fait que ce soit joué de manière symphonique ou ensemble plus restreint, mais c'est aussi parce que ça correspond à des formes de musique Hmm. particulières. Je sais pas moi, la symphonie, le rondo, le concerto, tout ce qu'on veut. Et peut-être qu'on identifie trop cette musique par ce qu'elle est dans sa forme et peut-être pas assez parce qu'elle est dans sa mélodie. Parce qu'il y a des musiques classiques, il y a des tubes qui existent depuis des centaines d'années et qui se sont pas démodés, quoi. Les tubes de l'été 1850. Ouais, mais Ah que oui. tu retrouves décliné. Enfin, je sais pas si tu prends Gainsbourg par exemple. Hmm. Bon, d'accord, il n'est pas tout récent, Gainsbourg, mais enfin, il a fait pas mal de musique inspirée de musique classique, les Monances ou d'autres. John Hmm. Williams même, j'adore ce qu'il fait, mais il a beaucoup pompé dans des thèmes classiques aussi. Donc ça préexistait. Mais je parlais de rap parce que je connais bien, c'est l'un de mes genres musicaux préférés pour le coup, mais même dans le rap, une musique vraiment très récente, t'as beaucoup de samples de musique classique qui sont repris parce que ça inspire, quoi, ça marche bien. Euh, Ouais, en même temps, ça a survécu à l'épreuve du temps, hein. hmm. Donc, C'est ça. ça doit pas être tout ça. C'est super intéressant de cette remarque parce qu'au final, ouais, il faudra se demander dans 100 ans, qu'est-ce qu'on aura retenu de. Tiens, d'ailleurs, que t'en penses de ça? Dans 100 ans, on aura retenu quoi de notre époque à nous? Est-ce qu'on aura retenu Michael Jackson, par exemple? Est-ce qu'on aura retenu. Michael Jackson, oui, je pense. Les Ouais. Beatles, les Rolling Stones. Enfin, je pense les grands groupes pop rock. En fait, on va retenir certainement des choses par décennie, quoi, grosso modo. Certainement. Non par décennie. Et une ou deux fois par siècle, il y a des talents extraordinaires qui émergent. C'est le cas de Michael Jackson, de Prince aussi. Bien sûr. Et voilà, eux, je pense qu'ils seront présents plus tard. Euh, 98% des autres, je suis pas sûr. Mais c'est pas grave. Bah non, bien sûr, Le- ça, c'est avec Pour la le temps. musique, c'est aussi l'instantanéité. Hum, 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 hum. Ok, 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 trop cool. Thématique suivante, bah toi qui écris, est-ce que tu lis, je suppose, et si tu lis, qu'est-ce que tu lis? C'est un grand sujet, ça. Pourquoi? Je vais te décevoir, je suis désolé, mais à la base, je ne suis pas un grand lecteur. Ah, Et c'est c'est pour intéressant ça ça. d'ailleurs. Ouais, mais en fait, c'est tous les bouquins qu'on m'a imposé de lire à l'école. J'ose pas dire que j'ai réussi à me débrouiller, à faire ma scolarité sans les lire. Mais enfin, de loin, et j'ai parfois un peu triché, je l'avoue maintenant, il y a prescription. Mais, mais voilà, enfin, ça me saoulait, je sais pas, la lecture, c'était pas mon truc. Moi, c'était plutôt la musique et tout ça, et ça, j'en ai fait beaucoup. Mais je suis venu quand même un peu à lire, et notamment quand j'ai été sensible à ça, on va dire. Mais pour autant, j'ai pas passé non plus des journées et des journées à lire. Donc, dans les faits, je sais pas, j'ai certainement plusieurs dizaines de livres. Enfin, je sais pas, j'ai pas compté. Mais je ne passe pas mon temps à lire, comme je ne le passe pas à jouer d'ailleurs, à Hmm, jouer du jeu ou de la musique, hélas, parce que j'ai pas le temps de pratiquer non plus. En fait, mon temps, il est assez déprimant quelque part, mais quand je suis pas au travail, je travaille sur Incarnatis à développer les choses. Il y a encore quelques mois bien chargés. Après, je vais pouvoir me détendre. Mais hmm. ça fait 11 ans que ça dure, donc pour le coup, ça fait une vraie parenthèse, quoi. Donc, je n'ose pas dire que je date, hein, parce que heureusement, j'ai des enfants qui me maintiennent un peu dans l'actualité. Mais je Tu m'y te tiens intéresse à aussi. jour. Ouais, c'est ça. Mais oui, en termes de lecture, qu'est-ce que j'ai lu dernièrement Qu'est-ce que j'ai lu dernièrement C'est pareil, quoi. Genre, j'ai pas de livre de chevet, c'est clair, hein. Euh, En fait, je lis beaucoup de choses, mais qui sont pas forcément des romans ou ce Hmm, genre de choses. Donc, je me documente beaucoup sur des sujets, parce que c'est la matière première aussi pour notamment servir à l'inspiration, à l'exactitude des choses autant que possible. Euh, Après, j'ai lu bien sûr des choses qui m'ont marqué, hein. Je pense je sais pas, à Lovecraft par exemple. hmm. J'en ai lu pas mal. C'était une période, quoi, voilà, comme beaucoup l'ont à un certain moment donné de leur vie, surtout quand ils font du jeu de rôle Cthulhu. Bien sûr. Euh, ouais, j'ai des auteurs de science-fiction américains, genre, je sais pas moi, Jack Vance, Philippe K. Dick, ce genre de choses. Stephen King, c'était pas trop ma tasse de thé. Les polars et tout, c'est pas trop mon truc. Donc voilà, donc c'est plutôt quelques classiques. J'ai lu du Asimov, bien sûr. Je me souviens pas de tout, hein. Hmm. De la Voilà. robotique. Ouais, c'est effectivement tout ce genre de choses.
Mais Et après, récemment, qu'est-ce que j'ai lu? Je m'en souviens plus, c'est terrible. ça me fait plaisir que tu cites Lovecraft parce que j'ai toute la petite collection derrière. Il faudrait que je peux pas la montrer là, le casque est filaire malheureusement, mais Invisible, et invisible. mais je suis un grand fan de Lovecraft pour le coup. Et puis c'est intéressant, et du coup tu me rassures un peu quand tu me dis que tu n'es pas spécialement un grand lecteur, parce que comme je l'ai dit un petit peu dans mon édito, et depuis quelques années déjà, je construis un univers également, et j'ai envie de raconter des histoires dedans, mais j'ai toujours eu la petite culpabilité du fait que je lis quand même très peu. Le fait d'avoir lu du coup bah, les deux premiers tomes de ta trilogie, ça faisait longtemps que je n'avais pas lu un bouquin qui ne soit pas un bouquin purement technique, parce que je lis pas mal dans mon métier, dans le cadre de mon métier, etc. Mais voilà, c'est des trucs techniques. Ça faisait longtemps que je n'avais pas lu, et du coup j'ai toujours eu cette petite culpabilité de me dire, mais je lis pas, j'ai pas de... Enfin, je vais pas écrire, je vais être pauvre dans le style, On etc. va écrire, ouais. Mais moi, j'ai eu ça aussi, hein. Mhm. En fait, pourquoi j'ai fait un livre, hein? Parce que j'avais ni les savoir-faire ni l'argent pour faire un film. Donc le livre, je l'ai pensé différemment en fait qu'un livre traditionnel. D'où l'idée de conjuguer les médias pour raconter l'histoire. Donc en cours de lecture, on n'accède pas des illustrations, des musiques, des récits audio, parce que c'était une façon pour moi d'emmener d'autres dimensions dans le texte, parce que le texte c'est super, mais c'était insuffisant. Donc il y a déjà une partie création qui est intéressante dans l'élaboration même du l'histoire, de la narration, sur le choix de tel ou tel support pour faire passer telle ou telle chose. Après, pour ce qui est de l'écriture, euh, alors je m'étais frotté un petit peu à ça, à l'écriture, mais pas de roman à proprement parler. J'écris beaucoup à travers les différentes activités que j'ai eues. J'ai beaucoup écrit. Je me suis frotté au scénario de bande dessinée, de long métrage, enfin différents types d'écriture aussi dans les domaines artistiques. Le roman, j'avais fait 3 scènes il y a 25 ans. Mais voilà, j'avais jamais fait. J'ai regardé les bouquins et tout. Puis je me dis, waouh, mais les gars, ils assurent comment je vais faire, quoi. Donc, et c'est ce qui explique aussi le fait que j'ai peu lu depuis pas mal d'années, on va dire. C'est qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais arrêter de lire parce que sinon, ça va me. Et je me disais, jamais j'arriverai à faire aussi bien. Donc, j'ai clos ça. Donc, c'est une bonne façon de nier le truc, hein, on va dire totalement. Puis, j'ai aussi dit, bon, ben, je vais le faire à ma sauce. L'écriture, c'est des mots. Les mots, je veux dire, comme tout le monde, on les acquiert, on sait les utiliser ou pas. Et si on ne sait pas, ben, on apprend à le faire. Donc j'ai commencé à écrire, sachant que l'écriture, c'est bon, la forme, le style, tout ce qu'on veut, là, si on parle de style, mais c'est aussi le fond, bien sûr, l'histoire, les personnages et tout ça. Donc c'est tout ça qu'il faut apprendre à faire et à conjuguer au final pour faire un texte, et même un texte enrichi s'il y a d'autres médias. Mais pour le faire, j'avais l'histoire, qui a déjà d'ailleurs été une histoire qui préexistait sous forme de scénario de bande dessinée, qui après est passé par un scénario de long métrage. Et D'accord. après, que j'ai totalement reprise et développée pour faire les 3 volumes de la trilogie. Donc, j'avais un squelette préexistant, on va dire, qui a beaucoup évolué entre-temps. J'ai écrit l'histoire, j'ai fait un premier jet des 3 livres. Euh, j'ai mis 2 ans à l'écrire, hein, 2010-2012. D'accord. J'ai fait lire ce gros pavé donc, à une vingtaine de personnes à peu près. Bon, 2, 3 proches, mais les proches, ils n'ont pas forcément un avis totalement objectif, donc c'est toujours intéressant. Mais pour le coup, je suis allé aussi le faire lire à des intégristes, en fait, de la science-fiction fantastique, des gens sur 6, hein, c'était Jean-Marie, notamment un cher ami, un frère d'âme qui est disparu il y a 6 mois du Covid, malheureusement, qui était un des piliers du projet, Jean-Marie Philibert. Et Jean-Marie avec quelques copains geeks, enfin geeks plus que geeks, pour certains intégristes, mais je ne nommerai pas. Et en fait, sur 6, il y en a 5 qui n'ont pas franchi la première page en disant oh, mais c'est pas écrit ça. Moi, je vais D'accord. chez Maître, les types de retours que j'ai eu. Alors, ça fout les boules, mais bon, en même temps, je suis là pour faire évaluer les choses. Mais c'est intéressant de voir qu'un public très exigeant, on va dire, ne franchit pas la première page. Et elle est déterminante dans un livre. Hmm. Après, d'autres ont fait l'effort parce qu'ils sont allés jusqu'au bout du truc et tout, m'ont fait des retours super instructifs qui m'ont permis de mieux comprendre et après de retravailler. Et donc là, j'ai bossé 3 ans pour ressortir uniquement le premier tome. Et là, D'accord. quand je l'ai fait relire, bah, les réactions ont été différentes. Et aujourd'hui, si je le relis, puis même à l'aune de certaines réactions, je vais d'ailleurs certainement le retoucher un petit peu pour l'améliorer. C'était un premier livre, donc il est certainement perfectible.
Mhm. Mais voilà, donc il y a 3 ans de boulot pour retravailler le premier tome, et après 2 ans de boulot pour le second tome, et là j'achève 2 ans voilà, d'écriture pour le troisième tome. Bah écoute, en tout cas, pour l'avoir dévoré tout mon samedi et avoir vraiment bien aimé, pour le coup, moi qui, bah du coup, est un mauvais lecteur, j'aurais eu tendance à dire que si c'est entre guillemets mal écrit, ça m'aurait freiné parce que peut-être que voilà, c'est compliqué, ou peut-être que c'est l'inverse, je sais pas trop. Mais en tout cas, non, moi ça s'est très très bien lu, c'était vraiment super cool. Justement, ça m'a fait peur hein, de me dire, bah ouais, bah justement, faut que je fasse aussi bien que ça si je veux écrire un jour. Ça va être bien. Mais Il faut se lancer, il faut se remettre en question, il faut bien être sûr. ouvert. Et puis enfin, il y a des trucs qu'on comprend en faisant. Et moi, Bien il y a un sûr. truc que j'ai constaté aussi qui est important, enfin, dans les phases d'écriture, parce que je n'écris pas tous les jours, hein. Il y a Bernard Werber, par exemple, c'est quelqu'un qui se force à écrire tous les jours, à faire une nouvelle et tout ça. Moi, je ne peux pas le faire parce que pour différentes raisons. Donc, j'ai des phases d'écriture dans lesquelles j'y suis de manière très intense, enfin, autant que possible en plus du travail. Mais j'y suis à fond, quitte à prendre des congés une semaine. L'été dernier, j'avais pris 4 semaines, ce que je n'avais pas fait depuis 10 ans, mais je ne suis pas parti, je suis resté, j'ai bossé 12 à 15 heures par jour pendant 4 semaines. Sauf les 2 derniers jours, quand même, j'ai pris un week-end avant de recommencer à travailler. Mhm. Mais voilà, ça peut être très dense. Et il faut être dedans, il faut rentrer dedans, il faut le travailler, il faut le relire, il faut le parler, il faut le dire. Parce que si ça ne tient pas quand c'est dit, c'est que c'est pas bien écrit. Et puis il faut faire relire, il faut prendre du recul, il faut peut-être trouver aussi sa façon à soi d'aborder les choses, mais je pense qu'on la trouve spontanément en travaillant. Bah écoute, j'espère. Mais je le pense, hein, de toute façon, on verra ce que l'avenir Ouais, nous bon, dira. faut se essayer, hein, de toute façon. C'est le fait même d'entreprendre est déjà en soi une grande richesse. C'est bien dit, c'est très bien dit. Et du coup, ouais, Bah, il y a un philosophe chinois qui a dit que le chemin est tout aussi important que la oui. destination, hein. Ça revient à ça, quoi. Une citation que tu as redonnée d'ailleurs dans ton site à un moment donné pour parler Ouais, je l'adore. de l'aventure Elle était Incarnate. mienne, comme beaucoup d'autres, hein. Mm, mm, mm. Quand tu t'es isolé pendant une semaine pour écrire, c'était pas dans l'hôtel Overlook par hasard Ah non, tu m'as dit que tu lisais pas trop Stephen King, mais t'as peut-être vu Shining. J'ai vu, non, non, c'était pas là. Ah, tant mieux, ça m'aurait fait un Ouais, peu c'est vrai peur. que en ce moment, les périodes d'isolement, c'est dans la maison ou dans le jardin, quoi. Donc, Ah ouais. c'est du voyage intérieurement. Donc ça, c'est pas mal. C'est sûr, bah ouais, tant que t'as un jardin, parce que j'étais en appartement avant, je te dis que c'est compliqué hein, d'être Ouais, enfermé. c'est chaud, ouais, je plains, je plains. Mm, mm, mm. Mais le fait d'écrire ou même d'aller faire de la musique, c'est déjà un voyage, hein. Ça permet une forme d'évasion, ouais, bien sûr. Ouais. Ok, ok. En avant-dernière thématique, parce qu'après j'ai une dernière petite question, en film et série, puisqu'on n'a pas abordé la question, est-ce que t'as des références qui te viennent, là, peut-être plus? En film et série, ouais, des films, j'allais dire, je vais commencer par des trucs de vieux, mais c'est ce qui a marqué aussi mon adolescence, quoi, en fait, à l'époque. Mais toutes les grandes trilogies, aujourd'hui, ont certainement besoin de se renouveler. Mais je pensais au premier Star Wars, à la trilogie Retour vers le futur qui m'a marqué, parce qu'il y a tout dedans, enfin, il y a tout ce que j'aime. Hmm. Et en tout cas, euh, tout le travail de certains. Alors moi, j'aime bien comment dire, le cinéma où on va pas me raconter la vie de tous les jours. Hmm. La vie de tous les jours, je la vis tous les jours, les emmerdes, la misère, le truc, le bidule. Donc, je vais pas au cinéma pour non plus réfléchir à fond. Alors, je veux bien Tu veux être que, dépaysé, ouais. voilà, être dépaysé, mais de préférence avec quelque chose d'intelligent autant que possible. C'est-à-dire Hmm. qu'au-delà du divertissement pur, qu'il puisse y avoir peut-être une petite réflexion qui aille au-delà de l'Amérique sauve le monde, quoi. Donc, voilà, donc j'aime bien quand même tout ce qui est, on va dire, grand spectacle, les blockbusters, les machins, hein. C'est ce que j'ai essayé de faire dans mes bouquins. Et j'aime bien aussi, par contre, si j'aime pas forcément les lire, de temps en temps, j'aime bien les bons polars, bon genre de choses. Tout ce qui est bien sûr science-fiction, fantastique, les mythes, les légendes, les trucs qui vont faire voyager dans le temps, dans l'espace et tout, j'aime bien. Hmm, hmm. Après, les références réalisateurs, je dois avouer, de manière classique, ça va de manière assez large. C'est quelques Français avec parfois des vieux films. Moi, j'aime bien les Philippe de Broca ou même Bertrand Tavernier ou d'autres. Tous les films, je les aime pas tous, hein, je précise, puis certains n'ont pas forcément bien vieilli, mais
Je sais pas moi, il y a quelques bons films avec Belmondo, Bourvil, tout ça, enfin des trucs assez sympas d'époque, on va dire, film en costume, comédie. Mhm. Mais en même temps aussi tous les grands, voilà, toutes les grandes sagas de super-héros, Marvel, DC Comics, etc. Ça j'adore. Et puis je trouve il s'améliore quand même globalement. Je dis, j'ai pas vu le dernier J'allais te poser, Justice League. j'allais te poser la question, ouais, si t'avais vu la Snyder's Cut de Justice Non, League. non, non, justement, je vais la voir bientôt, mais on en prend pour 4 heures, donc C'est faut ça, trouver le temps. il faut Et prévoir. Ouais. c'est ça, trouver le temps sans s'endormir. C'est ça ma difficulté en ce moment, c'est que je m'endors pas, mais bon, je me lève tôt aussi. Donc, Mais ouais, parce que c'est vrai que le premier de Justice League, il faisait quand même un peu mal. Mais bon, voilà. Enfin, donc j'aime bien tout ce cinéma de divertissement pur et dur. Et puis aussi, de temps en temps, explorer des films un peu dans le genre sur d'autres continents. Ça fait des rencontres assez étonnantes. Je Mhm. pense aux films indiens, par exemple. D'accord, ouais. Dans ces croisés avec des super-héros, c'est rigolo. Les films russes, alors ça, c'est carrément une autre culture, y J'en ai compris dans le jamais vu, domaine. je pense. Ouais, c'est test, mais tu verras, je suis pas sûr que ça te plaise. Enfin voilà, donc j'ose pas dire que c'est assez large parce que ça ne l'est pas forcément. Mais là aussi, quand même, j'aime bien aussi des fois découvrir. Tu parlais de série, par exemple. Le problème de la série, c'est que quand elle est bien, on a envie de. Voilà, on ouvre des épisodes et du coup, La voilà, Bing-Wenché, comme on dit. exactement. Donc ça, malheureusement, je peux pas, sauf si vraiment, j'allais dire, j'ai un petit temps de faiblesse à rien faire pendant un. Mais ceci dit, Netflix ou Prime Video permettent de découvrir des choses intéressantes, Mm. donc ça c'est marrant. La problématique en général, c'est qu'il y a un sujet qui au départ est intéressant, mais il le tire tellement qu'il ne se passe pas grand-chose au final dans les épisodes, et puis Mm. la trame de fond évolue lentement, puis au final on finit par s'embêter, il ne se passe rien. Donc ça c'est un peu relou, mais on le repère assez vite quand même. Mm. Et c'est pour ça que c'est bien aussi d'avoir des potes qui regardent des trucs, qui te connaissent, et qui te disent tiens tu devrais regarder ça, ça devrait te plaire. Donc ça c'est cool, ça fait gagner du temps, je les remercie au Tu as passage tes d'ailleurs. éclaireurs des références culturelles, c'est bien. C'est Bah, tu peux y aller pour Justice League, hein. J'ai fait l'éclaireur sur ça, c'était ouais, très bien. Il n'y a pas de souci. il est bien. Il est vraiment J'ai vu cool. la bande déjà, elle est longue. Ouais, non, non, c'était vraiment très très bien. Ça n'a rien à voir avec la première version, clairement. Ok. Une dernière. Oui, non, pardon, je t'en prie. Si t'avais autre chose à rajouter, il n'y a pas de souci, hein. Si t'avais une autre Non, référence non, culturelle. mais simplement, je me rends compte qu'en fait, que je suis vieux, je sors plus, je regarde plus rien, c'est terrible. Bah, tu fais d'autres choses. Mais non, tu n'es pas vieux, tu Oui, fais d'autres oui, choses. oui. Non, mais quand j'aurai fini cette autre chose, enfin, au moins un bon bout, je vais me venger. Mais oui, mais c'est ça. C'est Ouais. ça, carrément. Du coup, en dernière question pour cette première partie, si on te donnait des moyens illimités, donc il y a un gars qui arrive, il te sort plein d'argent sur la table, il dit tu produis une œuvre dans le cadre d'Incarnatis, tu peux faire ce que tu veux, je te donne moyens illimités, argent illimité. Qu'est-ce que tu ferais de cet argent? C'est quoi l'idée que tu te ferais? Un film, certainement, peut-être? Ouais, je pense qu'il y aurait plusieurs choses, puisqu'il y a, en fait, on a plein de projets dans les tuyaux, donc si la personne qui a plein d'argent est déjà présente et nous écoute, elle peut venir. Il y a plein de choses à faire. Euh, Si elle regarde le replay aussi, ouais. ouais, ouais, c'est ça. Le, Bon, ce qui est du film, soyons clairs, si un jour un film existe, c'est pas moi qui vais le faire. Donc, parce que je sais pas le faire, hein, c'est un métier, puis ça coûte Hmm. tellement cher que je suis même pas sûr que la personne qui a plein d'argent va mettre tous les sous qu'il faut. Mais bon, bref, J'ai dit oui, un moyens film. illimités. Ouais, en moyen limité. Donc, un film, un jeu en réalité alternée permanent. Mhm. Donc, on va pouvoir incarner soit un membre de l'Ordre Veritas, soit un djinn, jouer de manière collaborative, conquérir des points dans le monde et tout, et pouvoir visualiser tous les jours la carte du monde et l'état des forces en présence. Donc là aussi, il y a des choses à faire. Donc, bien sûr, derrière, applications, etc. etc. Bon, un ensemble de jeux à développer, jeux vidéo, jeux de rôle, des jeux audio, beaucoup de choses. Bon, l'adaptation de l'ensemble des livres aussi en mode audio, parce Audio que c'est quelque complet. chose qu'on pourrait faire, mais plus qu'en mode lu, ce serait en mode audio-drama. Donc ça veut dire Hmm. aussi qu'il faut les retoucher pour qu'ils soient joués, en fait, donc avec tous les comédiens qu'il faut. Ça, c'est aussi déjà rien qu'en soit un gros bout. Euh,
plein de choses m'échappent. Là, il y a toute la partie Internet à développer. On voudrait créer un site Incarnatis en 3D où on puisse rentrer dans l'univers Incarnatis, échanger avec les personnes présentes, vivre des expériences et tout. Enfin voilà, ouais, si la personne a vraiment beaucoup d'argent, on a vraiment beaucoup de projets, quoi. Il n'y a pas de souci. Ça marche, ouais, non, mais c'est trop cool. Bah, on sent que tu es encore bien bien inspiré. Ouais. Ce à quoi j'ajouterais aussi, quand même, si elle a vraiment beaucoup d'argent, un monde meilleur. Ah bah, tant qu'à faire, tant qu'à faire, si elle peut signer plein de chèques, euh, C'est ça. ça serait cool. Ah, ok, 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 très bien. Mais écoute, pendant ce temps-là, toi, tu te retrouves dans l'Imaginatron qui est en train de te générer une simulation conçue pour toi. Tu as décidé de rentrer voir si ta famille est en bonne santé. Donc tu te déplaces, il y a beaucoup de monde, c'est hyper compliqué parce que les gens paniquent, c'est très compliqué, la foule est très très dense. Pour marcher un petit peu entre les gens, en même temps t'as l'alarme qui te met sous pression, l'alarme qui sonne en permanence. Et puis là, en plus de ça, c'est rajouté des aéronefs de combat, donc des zeppelins qui te survolent complètement et qui se déplacent au-dessus de toi, avec des gens qui, d'ailleurs, ce qui me surprend, moi, qui observe un peu la simulation de loin, des gens qui sont ailés avec des ailes mécaniques et qui volent aussi. C'est des choses qui n'existent pas dans ce que normalement génère l'Imaginatron. Bref, il y a des choses un peu bizarres qui se passent, c'est un peu particulier. Au final, tu arrives du coup devant la maison. Tu arrives devant la maison et tu montes les escaliers parce que tu as un petit appartement dans cette maison. C'est une maison de guilde dans cet univers-là. Tu entres et ta famille est apeurée. Elle est pour l'instant sous la table. Ta femme et tes deux enfants sont sous la table. Ils sont là, genre ils te font chute tu sais, du doigt et ils te disent attention, chut, 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 chut. Et quand tu entres dans la pièce, encore une bizarrerie dans nos univers, tu vois une espèce de créature à mi-chemin entre un androïde et une créature un peu organique, avec un corps souple, des lamelles métalliques qui le composent, une trompe, et puis des orbites, des yeux, 5 yeux qui sont... voilà, le tout un peu immonde. Et tu le vois qu'il est très très saccadé pour le coup. Il a pas l'air de faire vraiment partie de cette simulation initiale. Loremlo, une entité inconnue, semble tenter de corrompre le système. Elle en modifie la structure. Elle répond au nom de Akaria. Alors effectivement, ton imaginaire est foisonnant et perturbe complètement l'imaginatron. Normalement, il est branché qu'à ma tête à moi qui génère quelque chose de, de cohérent par rapport à ce que je sais faire. Mais là, voilà, ça perturbe un peu tout. Donc il y a tout qui grésille autour de toi. C'est un peu compliqué. Mais tu arrives à constater qu'il y a plusieurs failles qui se créent dans la simulation, des espèces de petites ouvertures. Et là, je vais te proposer deux choix. Soit tu restes dans la simulation, dans ton personnage, et tu essaies tu me laisses gérer la situation de mon côté, en fait, essayer de tout stabiliser. Soit tu essaies de profiter de ces écarts dans la simulation pour voir quelles sont les limites que tu peux dépasser. Allez, soyons fous, on va rentrer dans la simulation. Donc voilà, tu profites d'une de ces failles, tu te C'est ça. glisses dedans, et donc tu vois le monde d'une manière complètement différente. C'est pas imaginable en tant qu'homme ce que je vais te décrire, mais c'est comme si tu transcendais la réalité, c'est comme si tu voyais en 4 dimensions, tu vois. Et ça te donne la possibilité, là tu imagines par exemple une carotte qui apparaîtrait dans ta main, elle se génère dans ta main. Tu es vraiment connecté à ce monde imaginaire et ça va nous permettre de faire plein de choses après par la suite dans la continuité de l'aventure. Euh, Mais justement, on va profiter de ce foisonnement d'imagination pour écrire une petite histoire, toi et moi. C'était la deuxième partie dont je te parlais. On va profiter de ça. Et donc pour ça, je vais piocher 3 mots. Et à partir de ces 3 mots, on va essayer de créer une histoire avec un début, quelques péripéties et puis une fin. Et on va essayer de la raconter. Ok. Alors, en mots, je vais avoir cartouche, je vais avoir cible et je vais avoir procureur. Est-ce que ces mots te conviennent? On peut en prendre d'autres, hein, si vraiment c'est... Procureur me semble compliqué, mais... Ouais, mais cartouche et cible en même temps, c'est un peu connexe. Ouais, ils sont associés. Ouais, je sais Pro- pas, fais comme tu veux, écoute, on on verra peut ce que ça. garder procureur et puis on verra ce qu'on fait de Faut ça. Je vais également tirer 2 petites contraintes, donc parmi celles qui existent. Tac. que je prenne des notes. Non, non, bah, je prends les notes, t'inquiète pas. Après, si ça te rassure, tu peux aussi, hein, mais je les Non, prends. c'est bon. C'est pour mon cerveau, hein. Au-delà d'une certaine heure, j'ai tendance à évaporer. Ça marche, y a pas de souci. Bah, sachant qu'à la fin, il faudra re-raconter l'histoire au complet. Donc, Ouais, facile anti-sèche alors.
Bah, soit tu l'as fait, soit je le ferai, comme tu veux. Il y a vraiment aucun souci. Première contrainte, pardon, il va falloir intégrer un personnage existant, qui est soit fictif ou réel, c'est-à-dire que d'une autre œuvre de fiction ou réel dans notre monde à nous, historique, peu importe, mais il faut qu'il y ait un personnage qui ait déjà été créé par quelqu'un, ou qui existe réellement. Ça, c'est la première contrainte. La seconde étant le 20. L'histoire doit se passer dans un lieu non fictif. Ah bah du coup ça se précise, donc ça doit être un lieu qui existe véritablement dans notre vrai monde à nous. Donc ça, les contraintes vont bien ensemble parce qu'on pourra du coup assez facilement mettre un personnage existant là-dedans. Du coup, on a les mots cartouche, cible et procureur. Quel genre d'histoire on peut écrire là-dedans? Il y a quelque chose qui se profile assez, non, dans l'idée. Un truc contemporain peut-être. Ouais, j'allais dire, classiquement, on pourrait être dans un procès Ouais. avec un avocat qui sort des preuves, la cartouche, qui a pris pour cible les victimes et tout. Ouais, bon, ça semble un peu tiré par les cheveux quand même, mais ça peut tenir. Bah, après, bon, c'est techniquement dans l'idée, il faut mentionner cette idée-là, ou même mentionner le mot, peu importe. Mais ouais, on peut effectivement imaginer complètement un tribunal. Pourquoi pas un Mhm. personnage qui est en procès? Peut-être que notre personnage principal est en procès, sachant que il faut un personnage existant, si possible. Euh, Ça peut être un truc loufoque, hein. Ça peut être Johnny Hallyday, ça peut être, ça peut être, on peut l'imaginer dans un contexte où il serait dans un tribunal. Il peut y avoir de tout. Mhm. Euh, Johnny Hallyday dans un tribunal. Non, on va pas offusquer ses fans. il peut être là en tant que témoin, hein. Peu importe. Non, on va pas faire de politique non plus. Euh, je sais pas, moi, on va prendre Lavoisier, le chimiste. D'accord. Voilà. Ouais, Ok. Qu'est-ce que tu veux faire de Antoine Lavoisier? Antoine Lavoisier. Non, je pense à lui, c'est parce que j'avais commis il y a longtemps une histoire, on va dire proche de l'univers incarnatis, en fait, avec Lavoisier, on découvrait jeune à l'époque, à l'âge de 17 ans, et qui oscillait entre sciences raisonnées et sciences occultes. Parce qu'à l'époque, au XVIIIe siècle, les choses n'étaient pas très claires, on va dire. Bien sûr. Et il se retrouvait notamment, on va dire, en duo avec Diderot, qui lui avait 51 ans pour le coup à l'époque, et qui était déjà un encyclopédiste reconnu. Et bon, il y avait des passages dans un procès, mais bon, je ne sais pas pourquoi je parle de ça d'ailleurs, mais comme quoi des fois les connexions peuvent s'opérer de manière totalement inattendue. Ben, mais pourquoi est-ce qu'on partirait pas là-dessus? Sur ce procès-là, en réécrivant peut-être un peu l'histoire. Ouais, ou prendre quelque chose de plus contemporain, je sais pas. Ok. On a pas ça provoque ou pas? Tu fais ce que tu veux. Open bar. Laisse ta créativité s'éveiller. Ouais, un personnage. Tu sais quoi, moi j'ai envie de prendre Macron. Vas-y. Désolé, il a parlé ce soir, il nous en a collé un troisième au niveau national. Donc voilà, les balles, on pourrait faire des analogies entre les balles, pas moi, certaines pratiques de certains grands groupes, les cibles, la population mondiale, si on était complotiste et tout. C'est un truc qui est à la mode, ça, les complots. Ah oui, c'est Ça, très à la mode les complots. bien, ça, ouais. Aussi, je ne suis pas spécialement complotiste, mais en même temps, je ne sais rien. Ouais. Donc, je suis dans la copie comme beaucoup de gens. Mais ouais, je sais pas. Écoute, qu'est-ce qui t'inspire, toi? Eh ben écoute, tu veux mettre Macron en scène, est-ce que tu veux qu'il soit du coup accusé? Tu veux qu'il soit témoin? Tu veux que le procès de Macron? Non, si on fait le procès de Macron, la gestion de la crise et tout, laisse tomber, ça, on va faire chier. Ah ben pourquoi pas. Après donc, un procès, le souci c'est qu'effectivement ça peut être la résultante du truc, mais on peut essayer de... On peut d'ailleurs se séparer de l'obligation d'avoir un personnage existant. Ça peut être... on n'est pas obligé de prendre les deux contraintes hein, de toute façon. Sauf si vraiment tu as une idée lumineuse qui te vient comme ça d'un coup, on peut toujours prendre qu'une seule des deux contraintes. Mais on peut raconter un... Si c'est un personnage imaginaire,
c'est pour être marrant, c'est d'avoir, par exemple, à tout hasard, dans l'univers Incarnatis, imagine le procès de Taranex, Le chef procès de du techno. Taranex. Bah très bien. Donc ça se passerait dans un futur lointain dans Incarnatis, peut-être, ou peut-être pas dans que ça, peu importe. Je ne spoile pas le Ouais, troisième volume. ouais, c'est On ça, est au c'est 20. que... Ouais. Et je dis ça pour pas t'offusquer, mais dans le principe, on sait pas, donc ça se trouve, Bien. c'est une scène qui existe. Mais bah oui, ça marche très bien, parce que du coup, Incarnatis se passe dans notre univers à nous, enfin sur notre planète. Et du coup, des lieux existants, il y en a tout un tas, même s'ils ont été peut-être ravagés par les eaux ou quoi ou qu'est-ce, peu importe. Mais C'est vrai. ok, le procès de Taranex. Et puis qui peut se résoudre par... donc là, ouais, on a toujours un procureur. Bon, il y a un procureur de justice. Ça, c'est assez simple à placer. Une cartouche et une cible. Est-ce qu'il se ferait pas tuer à l'issue de son procès par quelqu'un? Pourquoi pas, si tu veux. Ça dépend par qui a été mené le procès, si tu veux. Parce qu'en fait, soit il a été mené de manière équitable par une vraie justice, avec des instances libres et tout. Je sais pas, par exemple, après la chute du technofascisme, comme il y a pu y avoir, je sais pas, les procès de Nuremberg après la chute Mhm. du nazisme. Auquel cas peut-être qu'effectivement justice sera rendue, il aura la peine qu'il mérite, quelle qu'elle soit. Et peut-être c'est pas le cas. Et puis à un moment donné, il va y avoir quelqu'un qui a souffert de 10 ans de technofascisme, qui a vu sa famille, je sais pas, torturée, disparaître et tout, et qui se dit, bah non, ça le fait pas. Et boum, il va aller lui régler son compte après le procès, par exemple. Petit attentat, ouais. Ou pire encore, essayer de faire jouer ses réseaux et tout pour que si Taranek, je sais pas, par exemple, est condamné à la perpétuité, qu'il lui mène une vie d'enfer en prison, par exemple. Comme ça, voilà, il va en chier pendant encore longtemps. Et ça peut être ça. En plus, ça nous donnera un petit peu de matière à l'histoire. Le procès peut être en fait la situation initiale. C'est le procès de Taranex. Il se retrouve être condamné. Il se retrouve en prison. On peut lui trouver quelques petites péripéties en prison et peut-être une fin justement de quelqu'un avec, c'est ça, un attentat, quelqu'un qui le tue en prison éventuellement. Comme ça, on place notre cartouche et notre cible. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, à ce moment-là, il faudrait que ce soit de l'artisanal. Ouais, c'est ça. Le cartouche, cartouche d'une arme du 24e siècle, composée à partir de bouts qu'ils ont réussi à rentrer de différentes façons en utilisant, je sais pas, les visites, les gardiens corrompus, ce qu'on veut. Mhm. Et puis effectivement, pourquoi pas d'ailleurs, parce que bon, il se trouve que Taranex comment dire, aime aussi, lui, parfois prendre les gens un peu pour cible d'une certaine façon. Donc, pourquoi pas, s'il y a quelqu'un de particulièrement sadique dans les détenus qui a souffert du technofascisme, qu'il arrive carrément sur lui, on finit gore et tout, il lui grave une cible sur la tête et tout, ensuite il le placarde et le dernier lui tire dans la tête. Et il fait 100 points, il a le jeu. Et c'est beau. Peut-être tu utiliseras cette histoire dans un roman à venir. C'est bien Je trash. suis pas sûr. Bah c'est bien ça. Ça donne une Non, branche à ton univers. je suis tout public, c'est fleur bleue, moi, ce que je fais. Mais ça donne une branche à ton univers, une branche sombre, une branche sombre. Donc, c'est ça, c'est que ça commence au procès. Donc c'est un procès qui se passe effectivement peut-être à la chute du technofascisme. Donc il est jugé pour l'ensemble des crimes qu'a pu commettre son parti, son mouvement. Je sais pas comment tu l'appelles d'ailleurs, si c'est un parti, un mouvement, En fait, comment dire, le parti technofasciste a Ouais, c'est ça. été créé le 22 avril 2374, Mhm. en fait, qui correspond à l'aboutissement de choses qui se sont passées avant, avec des gens qui tirent les ficelles dans l'ombre, on va dire. Et le technofascisme a été instauré un petit peu moins d'un an après, le 22 mars, c'est bizarre d'ailleurs, c'est le jour de mon anniversaire, 2375. Ok, ok. Et on est en 2385, donc ça fait 10 ans que ça dure. Et particulièrement, l'histoire se passe à un moment où on va fêter les 10 ans, Oui, notamment à c'est vrai. l'occasion de grands jeux qui vont avoir lieu sur les réseaux de savoir, donc des mondes virtuels, où les gens sont tenus d'assister pendant 3 jours
dans des corporations contrôlées. Ils sont tenus d'y assister et c'est ça qui est bien. Obligé d'aller s'éclater sur les réseaux de savoir. Ok, ok. Bah du coup, oui, effectivement, ça peut se passer à la fin de tout ça, dès que le technofascisme est tombé. Il subit un procès, enfin, voilà, il fait son procès. À l'issue de ça, il est condamné à perpétuité. Hein. De toute façon, c'est ça, hein, là, pour le coup. Je pense qu'il a assez de Mm. casseroles derrière au cul pour être enfermé à perpétuité. Il y a quelques charges, oui. Il se retrouve en prison, peut-être que c'est le genre de personne, t'as un ex, t'as même en prison, réussir à se tisser un réseau et devenir pas le premier pignouf de la prison, quoi. Il y a peut-être des gens, des admirateurs encore. Il y a un ensemble de gens qui sont dévoués corps et âme, on les appelle des ultranexistes, Hmm. et qui sont totalement prêts à donner leur peau et à servir de cible, pour reprendre l'idée, pour Taranex, en fait. Donc, oui, oui, ce genre de personnes, on va dire, jusqu'au boutiste, peut se retrouver aussi en prison, parce qu'il y en a certains qui se sont fait attraper. Mais voilà, ça dépend où ils tombent, hein, parce que s'ils tombent dans un quartier où Taranex n'est pas très apprécié, ils vivent mal en général. Mais c'est vrai que s'ils tombent dans un quartier composé de pas mal de gens, on va dire, qui ont certaines affinités avec le régime technofasciste, c'est mieux pour eux. Hmm. Que Taranex se retrouvera là-dedans ou pas, je pense que ça va dépendre de la volonté du directeur de prison, qui est un personnage public très connu d'ailleurs. Mais c'est un proche de Taranex, le directeur Parce que surtout, si c'est un proche, il aurait peut-être changé, remarque. Non, là, j'allais dire une bêtise, c'est Charles Pasqua, mais c'est un ancien ministre de l'Intérieur qui est mort. Mais c'est non, non, le directeur de la prison, le poste est à pourvoir en fait. Il y D'accord. a eu beaucoup de changements après tous les événements Ben, qui se sont passés. ça aurait été un personnage qui est complètement détaché de tout ça. À la limite, le directeur peut-être un sympathisant, et peut-être que justement, il aura bénéficié de pas mal d'avantages, qui fait qu'il se retrouve au début Taranex dans un endroit où il devient un petit peu le roi du pétrole dans la prison. Ça peut être intéressant que ça se passe comme ça au début, et qu'il est confronté à un personnage dans cette prison, un autre personnage qui lui-même a subi des supplices pendant le technofascisme, admettons. Et d'une façon ou d'une autre, il faudrait que il arrive à manipuler le truc, cet autre personnage, pour que Taranex se retrouve dans une zone justement où il est plus du tout bien accueilli. Et c'est là où il va se faire tuer peut-être. Ouais, mais Par figure-toi exemple. que j'en connais un, qui s'appelle, enfin son pseudo c'est Pjorg. Ouais. Et, comment dire, Pjorg c'était quelqu'un de son vrai nom, hein, il s'appelle Piotr Org Karlsson. Et c'était on va dire, à la fois un scientifique génial, quelqu'un de brillant, même athlète et tout ça. Mais qui avait des valeurs en fait qui étaient totalement opposées à celles du technofascisme. Mhm. Et à un moment donné, il l'a ouvert. Il a un jour d'ailleurs été visité par Taranex. C'était en 2372, la fin 2372, où Taranex, qui était alors jeune cadre dynamique du parti, on va dire, a essayé de le débaucher pour lui dire venez travailler pour nous. Et ça s'est mal fini. Hein. Vous l'entendrez ça dans une scène dans le troisième volume de la trilogie. Mais ça s'est mal fini. Et du coup, Taranex lui en a tenu beaucoup rigueur et a fomenté un attentat contre lui. Le gars D'accord. était mort, Pjorg, sauf qu'il n'était pas mort. Il a réussi à se refaire et tout. Bon, il est resté lourdement handicapé. Et Pjorg, qui était quelqu'un de génial et qui avait beaucoup de relationnel, a, on va dire, en 10 ans, développé des capacités, notamment dans le domaine informatique, assez très riches, on va dire, et étonnantes, et beaucoup de relationnel. Donc lui, je pense que s'il voulait rendre la vie un peu difficile à Taranex, il serait rentré dans les systèmes de la prison, Hmm. modifier tout ce qu'il faut, se débrouiller pour lui donner tout ce qu'il n'aime pas à manger, par exemple, après s'être assuré que tout le monde avait craché dedans, de faire qu'il soit là où peut-être effectivement il était rentré avec un directeur qui pouvait avoir quelques affinités avec le technofascisme, et ben, de se débrouiller pour le faire transférer en générant de faux ordres venus d'une autorité supérieure. Donc ouais, on pourrait rendre la vie difficile à Taranex en prison de loin. Et Donc, après, on relais aussi quand même, parce qu'il faut un peu de physique. ouais. Oh, c'est Piogre, tu dis qu'il s'appelle? Pjorg. Pjorg, ok.
Ok, ça marche. Mais en fait, ça peut être une histoire un peu perverse, parce que moi, je suis un mec qui a des idées un peu perverses dans le principe. En fait, ça, moi. De quoi? Moi, je suis pas comme ça. Mais du coup, mais en fait, Taranex se retrouve dans cette prison où il est un petit peu comme un coq en pâte. C'est-à-dire qu'effectivement, il arrive à se foutre le directeur dans la poche, l'actuel directeur dans la poche. Il bénéficie de plein de choses. T'as Pior qui suit cette affaire un peu de loin et il se rend compte de ça. Il se rend compte, il se dit au début, ouais, c'est chouette, il est enfermé. Puis il se rend compte un petit peu de ça. Qu'au final, ça se passe plutôt bien pour lui, même en prison. Et justement, ouais, il peut y aller crescendo, et c'est là où on peut essayer de mettre des petites péripéties, où il va crescendo dans le fait de foutre la misère en fait à Taranex à distance à la limite, comme il peut, et juste en fait le rendre fou et faire que bah, tous ses potentiels alliés bah, se rendent compte que bah, il est plus rien finalement maintenant qu'il est en prison, il a plus d'influence sur personne en réalité. Là il vire complètement fou et ça soit ses anciens camarades qui finissent par le tuer, admettons. Ça peut être un truc comme ça, tu vois. Je sais pas ce que t'en Ah, penses. il y a une bonne raison, ouais, à ses anciens camarades pour le tuer. Parce que s'ils étaient camarades de Nex, c'est qu'ils étaient dans le même trip. Ouais, ouais. Donc il faudrait arriver à désacraliser Hmm. Taranex, en fait, pour qu'ils soient déçus de manière ultime, se rendre compte qu'en fait leur vie était un échec parce qu'ils croyaient en quelqu'un de bidon, et que du coup ils décident tous de se suicider collectivement et de suicider Taranex. Donc, Ah oui, le truc donc c'est cet extrême-là. Moi, je voyais plus un truc du genre, mais après, ça me va aussi, hein. Un truc du genre, bah, tu sais, un petit peu comme dans les prisons, il y a plein de films là-dessus, il y a des reportages et tout ça, que lorsqu'il y a des néo-nazis qui se retrouvent en prison, des fois, tu as des grands têtes de leaders néo-nazis qui se retrouvent enfermés avec leurs anciens camarades, mais ils se rendent compte que bah, c'est un peu une merde ou quoi, et qui finissent par bah, le tuer, le planter, tu sais. Mais ça peut être ça, tu sais, il vire tellement fou à cause de bah, Piotr qui le fait virer, qui le fait complètement déconner, qui commence à être agressif avec tout le monde, à être violent et tout, et se montrer en fait plus du tout l'âme d'un chef, quoi. Ça peut simplement être Mm. ça. Et que les autres ils se disent, ouais, si on veut redonner du corps au mouvement, bah lui c'est plus le chef qu'il nous faut, tu vois. C'est ça, il faut le déstabiliser. Et dans ses caractéristiques, Taranex, c'est que par exemple, c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'ordre. Ouais. Donc, lui, son trip, c'est d'avoir un monde bien rangé, bien ordonné, où tout est à sa place. Alors, bien sûr, c'est lui qui maîtrise tout. Mais voilà, donc le bazar, par exemple, les choses qui sont pas bien organisées, tout ça, c'est des choses qu'il n'apprécie pas. Donc, le plonger dans un environnement, on va dire, sale, désordonné, où il a Hmm. l'impression de pas ce qui se passe, à qui il doit parler, comment ça se passe. Enfin, voilà, l'isolement, par exemple, c'est quelque chose qui peut beaucoup le travailler parce qu'il ne sait pas. Et ça peut être difficile. C'est aussi le privé de sa cour, hein, parce que s'il a bien sûr quelques sympathisants, que ce soit des ultras ou pas, faut surtout lui enlever. Parce Hmm. que peut-être le laisser s'habituer dans un premier temps à cette vie réduite, mais bon, toutefois acceptable en prison, avec quelques petits repères, quoi, en fait. Et puis après, lui enlever progressivement, et même faire qu'effectivement, c'est une bonne idée, les êtres humains qui étaient ses repères, en fait, finissent par se retourner contre lui. Hmm. Et après, quelle peut être la fin de ça Taranex risque de ne pas supporter. Mais est-ce qu'il aura assez de cran, je sais pas, pour aller jusqu'au bout, se suicider ou autre, je sais pas. Non, Peut-être qu'avant, il va ramper, demander pardon, aller lécher des potes. Faut voir. il y a peut-être ça, peut-être qu'au début, ouais, il va devenir complètement une loque à la suite de tout ça, et peut-être que, bah, à l'issue de ça, il y a Piorg qui arrive à lui rendre visite, et c'est lui qui met le coup de grâce, tu vois, qui l'a détruit complètement, psychologiquement, Souviens-toi. physiquement. De quoi? Il lui dit souviens-toi. Et, Ouais, c'est ça, il arrive, il dit, voilà, il arrive en tant que, mince, visiteur mystère, enfin, Taranek sait pas qui va être visité. En plus, ça donne le contre-coup de, bah, qui lui l'avait visité à une autre époque, et puis, bah, lui, il n'hésite pas, il le défouraille, et puis après après l'avoir détruit, il le tue, quoi. non, tu vois, je pense que même il ferait pire. C'est-à-dire qu'effectivement, il le détruit, il va le voir, il lui explique, il lui dit, tu vois, ça fait 10 ans que je suis handicapé à cause de toi, ben là maintenant tu vas vivre 10 ans dans cet état-là. Ah oui. Donc ça peut être pire qu'une mort immédiate, quoi. Ok. Ouais. Bah, on a pas mal tout. Est-ce que tu veux qu'on résume ça du début? Est-ce que tu... Moi j'aime bien qu'on me raconte des histoires aussi, donc puis t'as tu- pris des notes, moi pas.
Alors, j'ai pris quelques mots en note, histoire de m'inspirer. Mais on va voir, il y a une bonne part d'inspiration, d'improvisation sur toute la partie des tortures. Tu me diras si tu valides ou s'il y a des idées qui te viennent à l'esprit. Hésite surtout De pas. torture. Ouais, Hmm. pas à distance. Je vais visiter mon inquisitarium, c'est ça? Ouais, alors moi je veux pas y aller personnellement. C'est- Juste pour dire aux gens, l'inquisitarium, c'est la chambre des ouais. supplices de Taradex. Mais, Donc c'est euh, un endroit pas oui, c'est fréquentable. ça. Un endroit où il mériterait peut-être d'aller au bout d'un moment. On sait pas, hein, je sais pas ce qui se passe dans le tome 3. Je lirai ça avec grand plaisir une fois je vois bien une scène comme ça, ce serait cool. Mais bref, alors, on se retrouve du coup après la chute du technofascisme. Tous les magistrats ont été remplacés pour le coup évidemment par des non-partisans. Le directeur de la prison a été remplacé également pour éviter les copinages, quoique bah, il reste assez neutre dans le principe. Et donc il y a un long procès qui est ultra médiatisé parce que c'est quand même un événement hyper important pour le coup. Il se passe sur plusieurs jours, les gens suivent ça avec énormément d'intérêt. Donc voilà, le procureur, justement pour placer le mot, là a énormément de preuves accablantes et puis de faits qui alourdissent au fur et à mesure le dossier de Taranex, si bien que à la fin le juge prononce la sentence. Et alors s'il était aux États-Unis, il en prendrait pour peut-être 10 000 ans de prison, quoi. Mais autant dire que voilà, c'est perpétuité et, euh, et il ne verra Incompressible. de quoi. Incompressible. Incompréhensible. 10 000, voilà. Donc il en prend pour au moins 10 000 ans, en tout cas perpétuité. Et voilà, il va finir sa vie en prison pour le coup. Donc il se fait difficilement à cette idée. Déjà, ça lui fout un bon coup parce que bah, il a tout perdu, il est complètement destitué de toutes ses fonctions. Il finit par arriver dans cette prison où il trouve quand même des anciens du technofascisme, pas forcément les plus importants, très loin de là, parce que justement on a fait en sorte de l'éloigner de tous ses plus proches partisans. Mais il se retrouve dans cette prison où au début il arrive à faire son petit bonhomme de chemin, c'est-à-dire que il arrive de sa capacité d'être manipulateur, d'ancien politicien, et de mec inspirant et en tout cas avec beaucoup de tchatch à convaincre le directeur d'avoir quelques privilèges que les autres n'ont pas. Si bien que Pjorg, qui lui a bien suivi cette affaire de là où il est, dans son fauteuil roulant, a suivi le truc et s'intéresse encore au sort qui est réservé à Taranex parce que bah, lui, il veut pas que ça se passe bien, clairement, il veut qu'il paie pour tous ses crimes, tous ses affronts. Et du coup, il suit l'histoire un petit peu de loin et il voit que Taranex s'en sort plutôt bien. Alors, du haut de son génie et des relations qui lui restent, etc., certainement qu'il a même des relations dans la prison, lui aussi, je sais pas dans quelle mesure il est capable de faire ça, mais pourquoi pas. Il échafaude des petits plans. Au début, assez simples, à base de piratage divers et variés sur les systèmes de la prison, bah, il arrive à isoler complètement dans la cellule Taranex alors que tout le monde est sorti, le faisant se retrouver tout seul. Effectivement, tous les avantages qu'a réussi à avoir Taranex, c'est-à-dire les plats qu'il préfère dans la cantine, etc. Bah, soudainement, en fait, il y a plein d'erreurs sur les menus, etc. Il se retrouve avec des trucs qu'il déteste au début, et puis ça monte crescendo. Il y a des moments où il se retrouve isolé dans des endroits sordides, genre bah, quand il dépasse un peu les bornes parce que ça commence à l'énerver, qu'il se retrouve en isolement. Bah pareil, les chiffres changent, il devait rester 3 mois en isolement, il se retrouve quasiment 1 an en isolement, ça lui fait perdre, vriller la tête complètement. Et plus ça avance, plus c'est ça. Et si bien que bah, les petits partisans, les petits gars encore fans du techno-fascisme qui sont avec lui, commencent à douter de lui, quoi. Il devient fou et commence même à lui tourner le dos, à se dire que bah, c'est plus du tout l'homme qu'il était, il est en train d'être brisé par la prison, ils savent pas toutes les manipulations qui existent autour de ça. Mais bref, il est complètement brisé pour le coup. Et un jour, il reçoit, quelques années plus tard, d'enfermement plus tard, où tout va de mal en pis, il reçoit la visite surprise de Pjorg, qui lui rend visite. Et c'est Pjorg qui s'assoit, enfin qui s'assoit, façon de parler, il est en fauteuil roulant, donc il roule jusqu'en face de lui. Et du coup, qui lui raconte tout, qui le fait souffrir depuis ces quelques années à passer en prison, et que de toute façon, il pourra jamais le prouver, et que même s'il essaie de le prouver, personne ne le croirait, parce que bah, il est fini, quoi. Donc ce qui continue encore plus à faire vriller Taranex.
Et justement, pour placer notre petite... Bon, il est littéralement pris pour cible, hein, mais pour placer cette dernière référence, il lui tire une cartouche, pour le coup, dans la jambe, le paralysant complètement, dans les deux jambes d'ailleurs, comme ça, le paralysant dans un fauteuil roulant, en plus de tout le reste, sans le tuer. Évidemment, il veille à ce que voilà, la rencontre se passe bien et que rien ne s'ébruite. Et Taranex finit ses jours en prison. Il reste, enfin, il meurt vieux quand même. Il arrive à durer dans le temps, mais dans des situations où, à la fin, il devient une loque humaine, à regarder un mur toute la journée, où il est complètement détruit, et pour la grande satisfaction de Pjorg. Bon, mais j'aimerais pas être annexe. Hein. Ah non, bah, en même temps, on récolte ce que l'on sème, hein, j'ai envie de dire. Il a été généreux en ce moment. Est-ce que cette histoire t'a plu? Ouais, écoute, tout à fait. Je pense qu'on pourrait améliorer un petit peu la fin. Évidemment, on pourra, là, largement. J'ai essayé d'improviser pour caler la cartouche, histoire de... Euh, mais ouais, très bien. Écoute, Il y a tu moyen. veux écrire, hein, cherche des auteurs et tout. Ça marche. Ok, bah écoute. Donc on a réussi à créer une histoire. L'improvisatron qui se nourrit de cette énergie, une énergie de créativité, a quand même encore énormément de mal à se stabiliser. Enfin, ça va même de mal en pire. Là, c'est vraiment compliqué. Donc toi, tu arrives dans cette espèce de transcendance de ta propre imagination. Il y a cette créature qui va attaquer ta famille, mais tu sais qu'elle est effective. Là, t'en es conscient parce que du coup, t'es entre eux. Mais est-ce que tu veux quand même essayer de les sauver maintenant que t'as ces pouvoirs-là? Euh, Est-ce que tu veux Alors, tenter de les attends, sauver? j'ai quel pouvoir, rappelle-moi? Ben, en fait, tu as le pouvoir de l'imagination, en fait. Et justement, tu es face à la créature et tu peux imaginer toutes sortes de morts atroces pour qu'elle puisse disparaître. Ou de pas mort, ou juste faire... Bah, donc je la fais disparaître. Ah, juste en claquant des doigts, quoi, c'est... Oh bah oui. Ok. Cette pauvre créature, on va pas la faire souffrir pour rien. Hein. Et puis on va pas perdre de temps non plus si elle menace la famille et tout. Ça va traumatiser les enfants encore. Après, il y a 10 ans de psychothérapie et tout, ça va être tout. Non, on va se débarrasser de la créature tout de suite et rapidement. Ok, donc tu te retrouves dans cette espèce d'état où tu joues encore bien ton perso, même si tu sais que tu es dans une simulation. Ok. Tout se brouille encore énormément. De quoi? Droit au but, disais-je. Ça marche. Droit au but. Mm. Mais écoute, droit au but, je vais te proposer un dernier choix avant de passer à la toute dernière partie parce qu'effectivement l'heure tourne. Mais le monde tout autour de toi se désynchronise un peu, comme je te l'ai dit. Voilà, en fait, on est en train d'entrechoquer deux univers d'imagination et c'est quelque chose que l'imaginatron ne sait pas gérer. Si bien que j'ai un système d'urgence pour ça. J'ai un système d'urgence et tu vas y être confronté très très rapidement, puisque tu vois en fait, alors que tout se dématérialise peu à peu et que tout devient blanc autour de toi, une immense créature humanoïde qui n'a pas de caractéristiques, c'est-à-dire qu'elle est d'un bleu unique, pour le coup. Elle est d'un bleu uni et il se trouve qu'elle est au sommet de son crâne, tu vois une espèce de sphère bleue qui a été visible dans les autres épisodes pour ceux qui suivent l'Imaginable depuis le début. Une espèce de sphère bleue au sommet de son crâne qui a l'air d'être sa source d'énergie et qui a l'air de l'alimenter. Peut-être premier réflexe que tu as, c'est d'essayer de la faire disparaître, sauf que là, tes nouveaux pouvoirs ne sont pas suffisamment efficaces. Quelle serait ton attitude? La créature est géante. La créature fait au moins 40 mètres de haut. Elle est colossale. Elle est en face de toi, elle est colossale. Quel va être ton premier réflexe? Est-ce que tu veux plutôt prendre la fuite, essayer peut-être de te réveiller, essayer de disparaître, ou est-ce que tu vas la combattre frontalement? Il y a toujours la famille qui est en danger Elle est encore. encore là, mais tu sens qu'elle disparaît peu à peu. En fait, tu vois la ville, d'ailleurs, la créature qui est apparue au milieu de la ville, qui disparaît, qui commence à perdre en opacité. Et comme si, en fait, on n'était plus dans une idée de simulation, mais vraiment quelque chose de différent, quoi. C'est le monde imaginaire prend le dessus progressivement. C'est ça, complètement. Eh ben, 40 mètres, eh ben, allez, je me mets à la taille et tout. Et je Tu fais ce qu'il faut. grandis et on fera un Les... combat final? Ouais, Ouais, attends. ça marche. Bah, au final, quand tu prends sa taille, donc effectivement tout se réduit autour de toi, mais vu que tout commençait à disparaître, bah, c'est comme si en fait vous étiez juste de la même taille et il n'y a plus tellement de notion de 40 mètres, quoi. C'est juste que tu as grandi. Et, ok.
Dernière partie, justement, là, on est en train de parler de déconstruction d'univers, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la construction d'univers, et c'est ce dont je voudrais parler avec toi principalement. Donc, quelques petites questions. Euh, Notamment, c'est une qui m'intéresse beaucoup. Ça fait du coup 30 ans que l'univers Incarnatis existe. Alors, je sais pas si c'est l'univers Incarnatis à proprement parler qui existe, mais en tout cas, c'est une réflexion logique qui s'établit sur 30 ans, en fait, à peu près. C'est C'est ça? ça, en fait, à 17 ans, j'ai découvert le jeu de rôle et je me suis dit, ouais, c'est génial, on peut créer un monde et raconter des histoires avec des personnages et des scénarios, quoi, en fait, Mhm. et faire évoluer ce monde et tout ça. Et j'avais envie de raconter des histoires à l'époque. J'avais commencé en musique, parce que ça, je savais faire. Et après avoir découvert le jeu de rôle, je me suis dit, ouais, c'est génial. J'ai voulu refaire le monde, hein. J'avais 17 ans, j'étais ado et tout. Ça m'a pas quitté, hein. Mhm. Mais ça a pris du temps. Et, euh, et en fait, je me suis lancé dans l'idée de dire, bah, super, on va faire du jeu de rôle. Je découvrais à peine, hein, je précise. Euh, des romans, je savais pas écrire. Des bandes dessinées, je savais pas dessiner. Des musiques, ça, je connaissais un peu. Et je suis parti là-dedans, dans l'idée de créer un univers sur ces supports-là. Pas tout seul, il y a eu des collaborations, mais qui n'ont jamais duré dans les faits. Mais j'ai maintenu le cap et on va dire de rencontre aussi en rencontre. Mhm. Les choses se sont progressivement construites dans le temps. Toute première ambition, enfin l'envie de créer un monde, c'est effectivement il y a eu, enfin voilà, plusieurs axes de collaboration avec des personnes, mais ça m'a amené à, par exemple, je sais pas moi, m'intéresser au monde de la Méditerranée pendant l'Antiquité. Au départ, on voulait faire quelque chose là-dessus, ce qui a apporté plein de thèmes par rapport aux mythes grecs, Mhm. romains, etc. Puis finalement, pauvre, ça c'est resté, c'est tombé, ça n'a pas eu lieu, mais moi j'ai gardé cette envie en tête. Après, avec une autre personne, je suis plutôt parti dans de la science-fiction. Puis après, avec une autre, sachant que je voulais mettre des mythes et légendes et tout ça dedans, sur une terre futuriste. Donc déjà à créer des liens avec des choses. Puis de collaboration en collaboration, sachant que j'étais le seul élément commun de la chose, j'ai construit progressivement cet univers en fait, et qui s'est précisé, on va dire, dans sa partie conception. La grande difficulté, ça a été d'en écrire l'histoire, en quelque sorte, hein, enfin de créer quelque chose qui soit abordable par n'importe qui. Parce quand on a tout un univers en tête, et d'autant plus qu'on le réfléchit depuis longtemps, on a envie de tout dire. Mhm, bien sûr. Mais c'est invivable pour la personne qui va le découvrir. Donc le gros challenge, ça a surtout été, et ça a mis des années, d'arriver à concevoir une histoire pour progressivement rentrer dans cet univers de manière aussi attractive que possible et puis de progressivement d'élargir l'entonnoir pour en appréhender davantage la largeur, on va dire. Mais même la trilogie, c'est un peu qu'une mise en bouche, en fait, hein. Ben, c'est ce que j'allais poser en fait comme question, c'est un résultat de ça, c'est que du coup, je dois imaginer que tu dois avoir une quantité folle de documents en fait qui expliquent ton univers en long, en large, en travers, ou peut-être pas de documents, mais en tout cas tu dois avoir des tas de détails en tête finalement, de choses Mais que... beaucoup en tête, certains écrits, des documents écrits qu'il faut que je réactualise, mais le fait de faire l'aventure en jeu de rôle, ça m'a permis déjà de formaliser pas mal de choses. Enfin, disons de mettre noir sur blanc et de manière organisée et partageable surtout. Mhm. Et, et ça fait partie des choses que je vais faire une fois que j'aurai fini la trilogie, c'est effectivement de tout reprendre et d'avancer dans le sourcebook qui sera un des éléments du jeu de rôle en fait, Ouais, ok. où il y aura beaucoup de choses. Et du coup, les règles du jeu de rôle, comment ça se passe? C'est des règles que tu as inventées? C'est de Non, alors l'existant? pour le jeu de rôle, je précise, moi je suis pas, enfin j'ai été rôliste, mais je ne joue plus depuis des années. Et là aujourd'hui, pour l'aventure en jeu de rôle qu'on a créé, c'est en fait surtout Yago Larue, qui est une personne qu'on a rencontrée en salon, qui est un démonstrateur de jeu, qui connaît parfaitement tous ces domaines, qui est un grand conteur aussi, hein. C'est un circassien aussi, qui est dans le cirque. D'accord, ok. Et, Yago, on s'est rencontrés en salon il y a 4 ans peut-être maintenant. Et voilà, on a fait connaissance, on s'est apprécié. Lui avait envie de créer un jeu de rôle. Nous, on avait déjà mis un premier pied dans le jeu de rôle avec
Quentin Dubois et Roxane Wormser qui avaient fait un premier scénario qu'on avait fait jouer à quelques salons avec l'idée de dire voilà, on propose une aventure en 2 heures de jeu. Et puis bon, Quentin et Roxane étant aussi dans leurs études, bah, il fallait qu'ils se concentrent un petit peu dessus, normal. Donc voilà, donc ils sont pas allés plus loin. Mais par contre, Iago a redémarré avec nous une nouvelle aventure de jeu de rôle. Et on est allé au bout, de sorte à non seulement concevoir une histoire qui va se dérouler en 4 chapitres. Donc là, il y a un premier chapitre qui est déjà disponible. Et pour ça, et avec Jean-Marie Philibert aussi, qui a beaucoup travaillé dessus, donc Jean-Marie dont je parlais tout à l'heure, qui était un des associés en fait initiaux. On est 3 à la base, hein, je précise. Je fais juste un petit topo pour planter les personnages. Bien sûr. Il y a parce que je suis pas tout seul, loin de là, et j'aurais pas pu faire tout seul tout ce qui a été fait, même si j'en suis, on va dire, le chef d'orchestre et le principal moteur. Mais je suis loin d'avoir fait tout ça tout seul, et j'aurais pas pu. Puis de toute façon, plus on est de fous, plus on rigole aussi, c'est ça qui est bien. Et donc, en 2010, quand je me suis dit je vais créer cette histoire de livre avec des médias dedans, j'avais pas encore inventé le nom de lecture augmentée. C'est un truc que j'ai inventé en salon pour expliquer ce qu'on faisait, parce qu'il n'y avait rien qui expliquait ce qu'on faisait. Et en 2010, donc j'ai contacté 2 personnes. Stéphane Gassin, qui est quelqu'un que je connaissais depuis déjà longtemps, parce qu'il est aussi mon beau-frère, et qui est un puits à idées créatif, dont le métier, c'est tout ce qui est la vidéo, la post-production, les effets spéciaux. Il travaille beaucoup dans la pub, notamment, aussi un peu dans le cinéma. Et Stéphane, donc, a toute cette compétence image, on va dire, mais sans dessiner. Et Jean-Marie Philibert avait toute une compétence son, sound design, composition musicale. Stéphane aussi est musicien, donc la musique était vraiment quelque chose qu'on avait en commun. Et Jean-Marie avait d'autres cordes à son arc, il était multitalent. Ouais, sa Et guitare, en l'occurrence. pardon, Ouais, sa guitare, pour rester dans le petite boutade de musical. Jean-Marie, là, pour le coup, j'ai pas de guitare. Désolé. C'était pour les cordes à son arc. Oh. Oh, désolé. Là, il est... Ouais, à cette heure-là, je dors d'habitude. Et enfin bref, donc on s'est lancé là-dedans. On a créé donc une société pour porter ça, avec l'aide aussi de Linda, qui est mon épouse, donc qui elle connaît les choses depuis encore plus longtemps, parce que comme ça fait tellement longtemps que je suis dans tout ça. Puis en cours de route, il y a aussi plein d'autres personnes qui sont venues nous rejoindre, dont Laurie, ma fille aussi, que tu as vu tout à l'heure. Et voilà, et donc ça s'est constitué progressivement, et je ne sais plus du tout pourquoi je disais ça, parce que je digresse. Mais voilà, les choses se sont faites progressivement. Et pourquoi je disais ça d'ailleurs? Il faut que tu me remettes sur le droit chemin. Bah, à la base, on parlait justement de. La question initiale, c'était est-ce que tu avais des notes sur ton univers? Non, on parlait du jeu de rôle, c'était la question qui avait suivi. C'est ça, et donc voilà, je reprends le lien. Donc parmi les nombreuses rencontres qu'on a faites, il y avait Iago. Et donc c'est avec Iago et Jean-Marie qu'on a beaucoup travaillé ça. Pour les règles, qui était ça finalement la question, en fait on a emprunté avec son accord à Frédéric Dorn les règles de Steam Shadows. D'accord. Il y a un jeu qu'il a créé. Frédéric Dorn, c'est JDR Édition. Hein, ils ont plein de super jeux. Je vous invite à découvrir. Et donc, Iago et Frédéric se connaissent très bien. Frédéric et Delphine, son épouse, on les a rencontrés en salon à de nombreuses reprises. Et voilà, donc plutôt que de partir sur un système de jeu nouveau à inventer, on s'est dit pour l'aventure en jeu de rôle que c'était bien d'adapter ces règles-là qui étaient simples. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on a fait pour les règles. Mais pour le coup, c'est pas moi le spécialiste des règles, hein. C'est vraiment Iago et puis aussi Jean-Marie ont beaucoup travaillé parce qu'il y a des tas de choses à calibrer et tout ça. Et c'est un autre métier qui n'est pas le mien en l'occurrence. Alors d'ailleurs, petit aparté, mais du coup, parce que tu m'as fait réagir, Steam Shadows, c'est du coup un jeu de rôle steampunk, en l'occurrence. C'est un peu l'idée. Oui, mais c'est les règles, comment dire, enfin, les règles, c'est des règles. Oui, non, bien sûr, tout à fait. Mais depuis le temps que je cherchais un JDR steampunk intéressant, je suis jamais tombé dessus. Bah écoute. Vas-y, ouais, parce que je pense qu'il doit être là. Eh ben non, bah, c'est passé en favori là. Ça m'a déclenché le fait que tu parles de ça. Mais nickel. Il y en a d'autres aussi là. Enfin, regardez le catalogue de JDR Édition. Ouais, Là, je il y suis a, sur il le y a site. Ouais. super intéressant. Je vais partager le site. Hop.
Mm. Mais ok, mais très bien, très très bien. D'ailleurs, ça me fait penser, tu vois, dans l'idée de l'Incarnatis aussi, il y a l'idée de partage et puis aussi de mettre en avant tous les talents qui se Mhm. joignent à nous. Donc, on essaye aussi de communiquer autant que possible sur ce que font les gens avec qui on travaille. Je sais que par exemple, Étienne Leroux, qui est le dessinateur qui a créé les visuels de l'univers, les premiers visuels, il vient de sortir donc il est auteur de bande dessinée, hein, il a fait plein de BD et tout, c'est un grand auteur. Et il vient de sortir là, avec Vincent Froissart, qui est aussi une personne avec qui on a bossé il y a 25 ans à l'époque. Et pour la petite histoire, à l'époque, j'allais avec Linda, mon épouse, 25 ans de mariage bientôt. On allait à Tours, donc on descendait. Et moi, je racontais voilà, l'univers, l'histoire et tout ce que j'avais en tête. Et puis, il y avait donc Étienne Leroux, Vincent Froissart et Freddy Martin, qui tous ont fait carrière entre-temps. Ils dessinaient, ils faisaient des trucs. Et le soir, je repartais en main avec des dessins qui correspondaient aux choses qui Trop étaient bien. évoquées. C'est génial. C'est génial. Et du coup, j'ai rappelé Étienne 15 ans plus tard, je crois, enfin en 2010, pour lui demander si ça l'intéressait, enfin lui expliquant donc le projet de roman et tout ça. Et il a dit OK, banco, allons-y. Donc Étienne sort avec Vincent Froissart là actuellement une bande dessinée qui s'appelle Le Livre des Merveilles. Le livre C'est des aux merveilles. éditions, que je ne dise pas de bêtises, je crois que c'est Soleil. Mais enfin, si vous allez sur le Facebook Incarnatis, vous le Ouais, trouverez, parce que j'ai mis un lien hier ou avant-hier, je crois. ça marche. Et de même chose aussi, je sais pas, Julien, il fait des choses super avec Magoyonde. Et c'est Oui, bien pareil, sûr. on a la chance d'avoir, comme avec Yago pour le jeu, des talents, on va dire, qui ont envie de faire et d'avancer. Et ça nourrit d'autant plus les choses. Et puis des beaux moments. Mhm. C'est en ce sens-là que le chemin est aussi important que la destination. Bien sûr. Et on vit des moments extraordinaires, que ce soit aussi avec les comédiens, en studio ou en salon, avec le public, les rencontres. C'est vraiment super. Bah, C'est c'est une revivifiant. très belle histoire, ça donne envie de s'y plonger parce que on sent même quand on lit les bouquins et tout ça, quand on écoute, on sent mine de rien qu'il y a tout un passif derrière, que c'est la résultante d'une belle aventure quoi. Une aventure racontée qui est la résultante d'une belle aventure, c'est quand même chouette. Mais ok. Une dernière question du coup, parce que mine de rien, l'heure tourne, et même si je pourrais continuer des heures, surtout sur ce genre de sujet, parce que ça me passionne complètement, mais du coup l'heure tourne. Mais une dernière question un peu plus rigolote, je suppose que tu vas me dire, t'étais quel genre d'élève toi à l'école? Je te vois bien rêvasser en cours beaucoup, non? Ah, écoute, je le dis rarement au premier entretien d'embauche. J'ai fait 14 écoles en tout dans ma scolarité. Ça fait beaucoup d'écoles. Ça fait beaucoup, ouais. J'ai été renvoyé de pas mal d'écoles. J'ai D'accord. été renvoyé de l'éducation nationale. Peut-être pas rien quand même, hein. Parce Ok. qu'en fait, je pense que je n'étais pas adapté au système Mhm. scolaire traditionnel, on va dire. Donc, assez rapidement, ça a été difficile. Euh, J'allais, je sais pas, surtout en seconde, plus faire de la musique que des cours. Mhm. Euh, voilà, bon, il y a des trucs qui m'embêtaient aussi et tout. Bon, heureusement, j'ai eu papa et maman derrière qui ont pu me rattraper, ce qui m'a permis de passer le bac et puis de faire des études. Mais en fait, là où je me suis vraiment éclaté en faisant des études, c'est en apprentissage. Oui, bien sûr. Ça fait encore un truc de vieux, mais j'ai fait mon apprentissage, donc c'était à l'époque, ils nous avaient vendu ça comme un diplôme d'ingénieur projet en développement économique, tu vois, c'est sérieux. La classe. Et c'était presque 3 ans d'apprentissage à l'université Paris 8, donc 92 à fin 94. Et je crois qu'on était la première promotion d'enseignement supérieur en apprentissage à l'époque. Tellement la première d'ailleurs que l'université de Saint-Denis ne savait pas où nous mettre, donc on était juste à côté. Ça a été construit depuis un grand bâtiment, mais on était en fait dans une ancienne école primaire. Donc ce Mhm. qui était sympathique, enfin juste au niveau des toilettes, c'était pas terrible, parce que c'était pas haut, mais sinon c'était super. Mais ouais, ouais, l'école, ça a été un parcours un peu difficile. D'accord, ok. Mm. Bah, dis donc. Avec des expériences que bon, je raconterai pas forcément, mais ouais, voilà, ça n'a pas été le meilleur souvenir. Ok, bah Mais je me suis
Excuse-moi d'avoir visé là-dessus, si j'ai réveillé. Quand je dis pas les meilleurs souvenirs, non, je me suis éclaté, j'avais des tas de potes et tout. Hmm. Mais ce que je veux dire, c'est que le système était tel, et moi j'étais tel que ça n'a pas matché. Ouais, bien Donc, sûr. il fallait que je reste dans le système parce que mes parents voulaient, ils ont bien fait. Et donc, ça m'a permis aussi de faire des choses. Mais voilà, je pense que j'ai éprouvé les limites du système et il me l'a bien rendu. Bah, je pose cette question de façon un peu innocente, mais c'est surtout que je pense que c'est une caractéristique qu'on retrouve chez beaucoup de ce qu'on peut appeler les geeks dans le... J'ai fait des guillemets avec les doigts. Les geeks dans le sens amateur de culture alternative, on va dire. J'aime bien les gens qui sont très dans la culture de l'imaginaire, justement. C'est ça que j'aurais tendance à appeler un peu geek. Mais en fait, bah, il y a beaucoup de jeunes dont j'ai fait partie, mais j'ai plein d'amis qui étaient comme ça, qui étaient dans une scolarité où en fait on était tellement plongé dans nos mondes imaginaires ou dans notre créativité ou quoi que bah, l'école ne nous convenait pas. Alors moi j'ai réussi à m'en sortir parce que j'avais des parents qui poussaient bien au cul et je me forçais vraiment, mais enfin c'était compliqué quoi. Et c'est pour ça que je posais cette question parce que j'imaginais bien un élève effectivement perdu dans ses pensées, perdu dans un imaginaire qui n'était pas... Non, pas forcément, Non, hein. forcément. Comment dire, quand j'étais en classe, j'étais en classe. Ok. Donc en général, j'écoutais. Et justement, parce que même si je travaille beaucoup comme tous les grands travailleurs, je suis un grand feignant quelque part. Et soit tu te dis tu vas en classe, mais t'écoutes pas, et après, de toute façon, il va falloir que tu passes du temps pour essayer de comprendre ce qui a été dit. Soit tu te concentres un minima pour choper ce qu'il y a à apprendre en classe, t'as pigé, le job il est fait. Hmm. Ah, j'avais pas ce raisonnement-là. Mais ouais, non, mais sinon c'est bien. Puis je pense que l'école a pas mal évolué aussi, les Oui. techniques d'enseignement. À l'époque, je sais pas moi, juste une anecdote. J'ai fait parmi les nombreux établissements que j'ai croisés, je suis allé au lycée d'Arsonval à Saint-Maur. Alors, je sais pas si ça parle, mais enfin bon, Saint-Maur déjà ça claque. D'Arsonval, lycée technique, avec dans un parc, un bel hôtel particulier et tout. J'ai fait une première seconde. Ils ont. Alors, j'étais mauvais partout, sauf en atelier, parce que j'aimais bien fraisage, tournage et tout ça. J'avais un père qui voulait que je sois ingénieur, faire un bac E et tout. Et, et à la fin de la première seconde, ils ont voulu m'orienter en BEP mécanicien monteur. Je Mhm. leur ai dit, mais ouais, j'aime bien tourner, mais j'ai pas envie d'en faire ma vie, quoi. Et du coup, j'ai replongé en seconde, la deuxième. Là, la deuxième année de seconde, j'ai fait beaucoup de musique. J'étais pas très souvent en cours, en fait. Et puis bon, au final, ils ont fini par me renvoyer, mais pas du lycée, mais de l'éducation nationale, en fait. C'est-à-dire que j'avais plus le droit d'aller où que ce soit, m'inscrire dans un lycée ailleurs. Donc déjà, c'est totalement injustifié, hein. Hmm. Et, donc, issu sentence du conseil de classe, j'avais, je sais pas, 17 piges, hein. J'arrive, je suis convoqué chez le principal, enfin le proviseur, dans son bel hôtel particulier. Je rentre dans un superbe salon avec des styles, des meubles style Louis, je sais pas quoi et tout. Le gars assis derrière un superbe bureau, deux beaux dalmatiens sur les côtés qui se lèvent quand je rentre. Ce Moi, scénario est j'arrive. parfait. Ouais, c'est ça. Moi, j'arrive jeune, 17 piges, les cheveux gras, les boutons et tout, avec un vieux sac US, mon casque de mobilette à la main. Et puis, donc je rentre, là, bon, les deux chiens se lèvent et tout, donc déjà flippant. Et puis, il me dit Ah, c'est vous qui jouez de la batterie. Bon, bah, tout était dit, quoi. Si tu veux, j'aurais fait du violon, je pense que ce serait mieux passé déjà. Ah ouais. Mais à partir du moment, si tu veux, où tu vas pratiquer quelque chose qui rentre pas trop dans les standards, on parlait de musique classique tout à l'heure, voilà, Mhm. pure pensée. Mais voilà, donc comment dire, le système scolaire a beaucoup progressé, heureusement. Mhm. Aujourd'hui, le jeu et ce genre de choses sont des choses qui sont entrées ou en train d'entrer pleinement dans l'éducation. Bien sûr. Et moi, à mon époque, il n'y en avait pas beaucoup. Par contre, il y en avait dans l'enseignement supérieur, avec des jeux de simulation, des serious games, des choses comme ça. Mhm. Mais c'est vrai qu'à certains niveaux, ça n'existait pas et ça a évolué, heureusement. Et Donc c'est vrai que si ça permet de ramener certains élèves à un intérêt pour l'apprentissage, c'est très bien. ça continue à évoluer. Il y a toujours des choses qui sont encore un peu difficiles pour le coup, mais bah, j'ai bon espoir hein, de toute façon. Il y a de bonnes initiatives qui sont prises quand même, en principe.
Oui, oui, je pense. Moi, j'ai quelques professeurs des écoles ou professeurs ou autres dans mes relations. Effectivement, déjà, c'est une vocation, hein, parce que se retrouver avec des gamins tout le temps, c'est comme la santé, hein, on n'y va pas par hasard, Ah non, ou c'est alors sûr. on y va. Mais voilà, donc et c'est des gens qui ont envie de bouger et tout, donc il faut aussi que on va dire l'administration au sens large s'adapte à ces évolutions. Mm, mm, mm. Là, j'étais sérieux là pour. Oh bah écoute, on conclut sur une note sérieuse, c'est bien aussi, hein. Il y a bonsoir, il y a Totime qui nous a rejoint. J'arrive un peu tard. Bah oui, bah t'arrives même à la fin, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Totime? Là, t'es vraiment à la bourre. Bien. Il y a un replay, bien sûr. Il y a le replay qui sera diffusé sur YouTube. Mais écoute, donc, on est en mode combat final, là. Tu t'es grandi à la taille de cette espèce d'entité qui doit sécuriser l'Imaginatron. En fait, c'est le dernier rempart avant qu'on détruise l'Imaginatron parce qu'il y a un vrai souci. Et donc, tu combats cette entité. Alors, comment tu y vas? Tu y vas au point? Tu y vas... tu te crées une arme? Tu y vas comment, là? Bah, c'est un combat avec des armes imaginaires. Tu peux générer des armes imaginaires. Et tu sais pas si lui ne peut pas le faire aussi. C'est ça. Donc moi, je serais tenté plutôt d'aller faire un combat intérieur avec elle, plutôt que de la jouer gros bras et tout là. Parce qu'après, bon, ce qui va se passer, c'est que je vais grandir à sa taille, après elle va grandir à ma taille, je vais grandir, elle va grandir et tout. Puis bon, il y a un moment donné, c'est soit boum, on décoche un coup de boule, soit on passe à autre chose. Et à ce moment-là, ce qui pourrait être intéressant, c'est de rentrer dans cette grande créature et puis d'essayer de voir comment on peut l'attaquer de l'intérieur. Tu veux alors rentrer au sens propre ou métaphorique du terme? Les deux, bah savoir. Écoute, je vois l'idée, en tout cas. Fumée et tout, puis je rentre par tous ces pores et tout pour aller la polluer de l'intérieur. Ok, très bien. Mais écoute, on va pouvoir faire le premier et seul test d'ailleurs de la soirée. J'ai un petit D20 que je m'apprête à lancer là. Donc le système de jeu est assez simple en réalité. C'est que là, vu que j'aime bien l'idée que tu viens de décrire, donc si tu fais un 7 ou moins, ça sera un échec. Je vais lancer le dé. Soit tu fais un 8 ou plus et c'est une réussite. Et puis on verra comment je conclue l'histoire par rapport à ce résultat. Allez, je lance le dé. Et l'imaginatron, hein, c'est ça. De quoi? On détruit l'imaginatron. Mais en fait, enfin, tu verras ce qui va se passer, mais en tout cas, c'était surtout pour savoir s'il y avait une autre conclusion à l'histoire. Mais en l'occurrence, bon, là, c'est une réussite. C'est une réussite. Donc, tu arrives bah, tu l'as dit, à te transformer en fumée, peut-être à rentrer dans les ports, à essayer de t'immiscer à tous les endroits où tu peux pour pouvoir prendre possession peut-être de cette créature. En tout cas, au début, elle se débat, elle commence à s'adapter. Elle aussi, elle imagine des solutions à ça. Elle commence à essayer de te repousser. Et très vite, tu comprends que le point central, c'était cette espèce de sphère bleue qui, d'ailleurs, maintenant que tu es très proche d'elle, tu peux voir qu'elle pulse, en fait, qu'elle pulse d'une lumière bleue. La couleur du mana, en fait, la couleur de ce qui est l'imagination. Et tu arrives à l'englober complètement et à appuyer dessus de façon, en fait, à la détruire. Tu comprends que c'est la puissance du truc et tu la détruis. Au moment où tu la détruis, il y a une espèce d'onde de choc qui se crée, donc tout ce qui était encore imaginé, qui disparaissait petit à petit, là, disparaît totalement, et là, c'est le noir complet. C'est le noir complet. Et ce noir complet dure, tu sauras pas te dire, parce que tu n'as pas de notion du temps, tu es dans une bulle sombre, mais peut durer peut-être des heures avant que tu finisses par te réveiller avec la voix de Monsieur Circus qui est penché sur toi. Loremlo, j'ai pu faire en sorte que tout revienne à la normale. Pour cela, j'ai dû détruire l'imaginatron. Il est préférable que le sujet retourne dans son propre imaginaire pour notre sécurité. Donc là, carrément, il y a Monsieur Circus qui est d'avis à t'expulser de l'Imaginab. C'est Mais voilà, il est très cru, il est très pragmatique, Monsieur Circus, pour le coup. On va finir juste dans les règles de l'art, quand même. Monsieur Circus abuse beaucoup. Mais effectivement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, ton imaginaire est tel que les entités que tu as toi-même créées dans la saga Incarnatis, que j'invite tout le monde à aller lire parce qu'elle est passionnante, commençaient à s'infiltrer dans l'Imaginatron, et ça, c'est quelque chose que bah, Monsieur Circus ne pouvait pas admettre. Et du coup, tu as l'intelligence synthétique. c'est ça. Exactement. Du coup, tu te réveilles, tu reprends petit à petit tes esprits, c'est quand même compliqué, tu arrives à te lever du fauteuil, mais voilà, t'as vécu quand même quelque chose d'assez éprouvant psychologiquement, en fait. Tout ne s'est pas passé comme prévu, très loin de là. Mais malgré tout, l'avant-dernière question que j'ai à te poser pour pouvoir conclure, c'est est-ce que l'expérience t'a plu? Ouais, ouais, c'est rigolo.
C'est rigolo. Bon, c'est vrai que j'arrive au moment où tu vas détruire l'imaginatron. Donc, Mais pour mieux le réparer, pour mieux le réparer. c'est c'est casser l'imaginatron. Mais non, mais je trouve ça sympa l'idée de deux imaginaires qui se confrontent, on va dire. Et je te rassure, tu as détruit l'Imaginatron. Enfin, tu as détruit d'ailleurs. C'était pas toi, hein, c'est Monsieur Circus qui a pris des mesures. Mais l'Imagilab est toujours là et je pourrais le réparer, hein. Ok. Et puis dernière question. Excuse-moi, tu disais? J'ai entendu. Non, non, rien. Dernière question du coup qui est traditionnelle dans l'Imagilab que du coup tu n'as pas pu préparer puisque je pense pas que tu l'aies déjà entendu et elle va te faire creuser la tête. Comment est-ce que tu définirais l'imagination? Hmm, c'est une bonne question, ça. Ça fait plaisir. Il y a des gens qui me crient dessus à la fin en me disant oh, tu peux pas poser ça à la fin. Non, mais moi, l'imagination, ça m'amène à la créativité. Mhm. Et pour moi, la créativité, c'est l'art des idées. Donc, C'est l'arche, excuse-moi, j'ai pas entendu le mot. des idées. Ok. Ouais. Et voilà. Et après, comment se construit une idée, d'où elle vient et où est-ce qu'elle mène, c'est des cheminements justement créatifs super intéressants. Et je pense que l'imagination, c'est probablement la capacité à savoir amalgamer un certain nombre de choses relatives, je sais pas moi, des idées, des ambiances, des sujets, des thèmes. Moi, je sais que dans ce que tu me parlais tout à l'heure de mes sources d'inspiration, par Mhm. exemple, je les puise pas forcément dans des choses que je vois ou que je lis ou que je joue. Alors ouais, ça peut être sympa de ah tiens ça c'est sympa, ça me donne une idée. Mais si c'est pour refaire la même chose, ça sert à rien. Bien sûr. Ce qui est difficile, c'est justement d'arriver à imaginer quelque chose qui n'existe pas. Ça, c'est extrêmement difficile et c'est pas ouais, voilà, faut y arriver, ce qui est assez rare. Et, euh, et pour y arriver, il y a tout un process, on va dire, avec des inspirations, avec des choses. Enfin, moi, parmi les choses qui m'inspirent beaucoup, l'univers, par exemple, hein, ça Mhm. paraît con, mais l'univers m'inspire beaucoup. Pourquoi? Parce que, ben, en fait, on ne sait pas ce que c'est. Ouais. On sait qu'il y a a priori 4-5% de masse visible et tout. Le reste, 75%, les trois quarts, peut-être de l'énergie noire, quasi un quart, c'est de la matière noire. On ne sait pas. Et Mhm. c'est passionnant. Et tout ce qu'on ne sait pas m'inspire beaucoup et m'amène beaucoup d'imagination. Les blancs de l'histoire, on dit une certaine version de l'histoire, je sais pas moi, Mhm. depuis l'invention de l'écriture, théoriquement vers moins 3000, ce genre de choses. Euh, mais quand on regarde un peu de plus près, ben, il y a 10 000 ans, 15 000 ans, il y avait déjà des trucs qui existaient, qui aujourd'hui sont sous les mers ou autres. Et voilà, ça vient d'où? Pourquoi on n'en parle pas? Qu'est-ce que c'était? Et tout ça, ça vient stimuler justement l'imagination. Et je pense que l'imagination, c'est la capacité à relier tout ça pour proposer quelque chose d'autre, quel que soit le support. Ok. Bah, c'est une très très belle réponse. Juste la petite punchline du début, l'imagination c'est l'art de la création, de la créativité. Très appréciable. J'aime bien ça. Merci. Putain, j'ai eu chaud, je m'en suis tiré, dis donc. Donc, Et j'aime beaucoup cette question parce que j'ai eu des réponses parfois semblables dans certaines idées, mais toujours différentes. T'as des gens qui sont très terre à terre, t'as des gens qui, par exemple, c'était qui me disait ça? C'était au tout début où j'ai une personne qui m'expliquait que l'imagination c'était un moyen évolutif, adaptatif en fait, qu'a eu l'humain, tu sais, pour trouver des solutions, etc. Tu sais, c'est très terre à terre comme explication. C'est vraiment la possibilité. Et puis voilà, j'aime beaucoup cette question. C'est pour ça que je la posais à chaque fin d'Imaginable pour le coup. Enfin voilà. Mais écoute, je te remercie. Attends, je vais retousser. J'ai avalé mon eau de travers et du coup depuis tout à l'heure je subis ça. tu veux que je meuble en attendant Non, non, c'est bon, merci. Merci beaucoup. Écoute, bah, je te remercie en tout cas infiniment d'avoir accepté de participer à cette petite expérience. En espérant. Merci à toi. Je remercie tous ceux qui étaient là ce soir et tous ceux qui écouteront la rediffusion. Pour rappel, c'était du coup le dernier Imagilab planifié du mercredi, c'est-à-dire que mercredi prochain, il n'y en aura pas.
Ça veut pas dire que c'est le dernier Imagilab, il y en aura certainement, mais c'est en fonction au gré des rencontres et des personnes que je vais pouvoir côtoyer à l'avenir. Mais il n'y aura pas de date fixée en tout cas maintenant. Donc je ne vous donne pas rendez-vous la semaine prochaine pour le coup, je sais pas quand est-ce que je vous donne rendez-vous, mais pas la semaine prochaine. Je vous tiendrai très vite au courant sur Instagram, les réseaux sociaux, etc. Et bah, pour conclure, bah, procurez-vous Incarnatis, en tout cas les 2 premiers tomes existants. Procurez-vous le 3e lorsqu'il sortira. Allez je vais remettre un peu de ton site hop, pour que toutes les personnes qui sont là puissent venir voir ça. Allez-y, hein, spammez ça, allez regarder tout ce qui se fait parce que c'est vraiment un univers très très riche et très très plaisant à découvrir en tout cas. Et bien du coup, je vous souhaite à tous une excellente soirée, à toi une excellente nuit Marc, et à très vite dans mon Imagilab. Ciao tout le monde. Merci. Portez-vous bien et faites travailler votre imagination. Tout à fait, ça c'est le plus important pour le coup. Ciao tout le monde.